Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, ce soir, j'aimerais que nous prenions une minute, un moment, pour rendre hommage à une femme extraordinaire, une femme qui nous a quittés très récemment. Il s'agit, vous en doutez, de Jane Goodall. Jane n'était pas seulement une grande scientifique, elle était une âme profondément humaine, une messagère de paix, une amie de la nature, de tous les êtres vivants. Elle a consacré sa vie à comprendre les chimpanzés, à les protéger, à nous rappeler que nous faisions tous partie d'un même monde fragile et merveilleux. Jane est venue à Beauvais à 2 reprises et j'ai eu la chance et le privilège de la rencontrer à de nombreuses reprises. À chaque fois, ce qui frappait, c'était cette lumière dans son regard, une lumière faite de douceur et de détermination et d'espoir. Elle parlait doucement, mais ses mots avaient une force immense. On ressortait à chaque rencontre avec elle un peu plus conscient, un peu plus inspiré, un peu plus décidé à agir. Jane croyait en humain, elle croyait malgré tout que nous avons en nous la capacité de réparer, de protéger, de bâtir un monde meilleur. C'est ce message, ce souffle d'espérance qu'elle nous laisse. Alors ce soir, pensons à elle, à sa voix, à son sourire, à son courage. Et poursuivons, chacun à notre manière, le combat qu'elle a mené toute sa vie, celui du respect, de la vie, de l'amour du vivant. En mémoire de Jane, observons maintenant une minute de silence. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis de la nature, c'est avec une immense joie et un brin d'émotion que je vous souhaite la bienvenue ici à Beauvais pour cette soirée un peu magique où l'art et la science unissent leurs forces au service du vivant. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir 3 personnalités d'exception. Tout d'abord, Sabrina Krief, je ne sais pas si c'est utile que je la présente. Sabrina, merci de nous faire l'honneur de ta présence ce soir. Sabrina, c'est chercheuse passionnée qui a consacré sa vie, qui consacre sa vie à comprendre, à protéger les chimpanzés en Ouganda. Puis Nina Giotto, directrice de Ape Congo depuis bientôt 5 ans. Une femme de terrain, d'engagement et de conviction, qui œuvre chaque jour au cœur du parc de Konkwati-Dui pour la sauvegarde des grands singes et de la biodiversité en général. Je suis d'ailleurs rentré moi-même de Konkwati ce lundi, tout juste. J'y ai rendu visite à Nina, nous sommes rentrés ensemble d'ailleurs, à nos équipes, et j'ai pu constater sur le terrain la force de leur travail. Comme vous le savez, en plus de Beauvais Nature, j'ai l'honneur de présider Ape Congo, une aventure que nous poursuivons avec passion dans la continuité d'une autre femme extraordinaire, Ayet Jamar, qui a fondé Ape Congo en 1989. Et je suis passé le week-end dernier saluer Ayet à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, Beauvais Nature finance à hauteur de 80% les actions de Ape Congo. Et puis, Michel Bassompierre, le grand maître de la sculpture animalière, un artiste capable de donner à la pierre une âme. Ses œuvres nous rappellent que la force peut rimer avec douceur. Et que même un gorille peut avoir un regard attendrissant. Ce soir, nous allons croiser leurs regards, leur sensibilité, leur savoir. Ensemble,
ils vont nous rappeler que préserver la nature, c'est aussi préserver une part essentielle de notre humanité. À travers les gestes de Michel, les mots de Sabrina et Nina, et la curiosité de chacun d'entre vous, nous allons, le temps d'une soirée, célébrer le vivant dans sa force, sa fragilité et sa capacité à nous émerveiller et à nous rassembler. À Bova Nature, comme à Abe Congo, nous partageons une conviction profonde. La connaissance de l'émotion sont les deux clés de la protection. L'une éclaire, l'autre touche. Et c'est dans cette alliance entre la tête et le cœur que naît le changement. Alors merci à toutes celles et ceux qui chaque jour s'engagent pour la biodiversité, pour la vie sauvage. Merci à vous d'être ici ce soir. Et merci à nos 3 invités d'exception de nous offrir ce beau dialogue entre science, art et nature. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Bruno Lavillatte, je suis très modestement, le maître de cérémonie pour mener cette réflexion autour de sculpter le vivant et puis de se poser les bonnes et vraies questions au début du XXIe siècle, qui sont déjà très articulées déjà au XXe siècle, on va en parler tout à l'heure. Simplement pour vous dire que nous sommes tous très heureux parce que là, on est sous un lieu emblématique qui est le dôme tropical de Beauval, qui a maintenant, je crois, 4 ans, et sur lequel nous pouvons, à chaque minute, nous émerveiller à la fois de la nature et de l'œuvre que ce parc met en disposition pour toutes et tous, c'est-à-dire la conservation, la préservation de la biodiversité sous tous ses aspects. Donc c'est un moment vraiment très, très important pour nous tous, pour Sabrina, pour Nina, pour Michel, et évidemment pour votre modeste contributeur au micro actuellement. Et puis vous dire que une introduction, ça sert à quoi? Ça sert à poser le problème. C'est un peu vieil universitaire, mais tant pis, on l'assume dans ces cas-là. On l'assume. C'est quoi le problème? Le problème, c'est comment faire pour préserver les espèces, en général, et les chimpanzés en particulier. Comment on s'y prend? Quels sont les outils? Est-ce que ce sont des outils scientifiques? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il peut y en avoir d'autres. La preuve? Qu'est-ce qui va éveiller notre conscience? Est-ce que c'est une conscience rationnelle, fondée sur la logique? Est-ce que c'est une conscience esthétique, fondée sur l'émotion? Est-ce que c'est une conscience, on va jusqu'au bout maintenant, politique? Pourquoi pas? En tout cas, le point commun entre ces 3 points-là, c'est une conscience ou la naissance d'une conscience environnementale. On a souvent parlé de conscience éthique et morale. Je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, autour de la question sculpter le vivant, comment fait-on pour sculpter le vivant? C'est la naissance, l'émergence d'une conscience environnementale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire je ne peux pas faire aujourd'hui comme je faisais avant. Le jeu étant un jeu collectif, vous avez bien compris. L'humanité ne peut pas faire aujourd'hui comme elle faisait avant. Et c'est ça qui nous réunit ce soir. Et puis juste un point, mais ça j'y tiens particulièrement à titre un peu, excusez-moi, personnel. C'est la rupture entre 2 mondes. D'un côté, ma vieille spécialité, c'était la Renaissance. Et à la Renaissance, on avait une continuité dans le monde. On avait une idée fondamentale qui était le macrocosme se relie au microcosme et le microcosme se relie au macrocosme. C'est-à-dire qu'il y avait une unité. C'était ce qui était défini dans la table d'émeraude. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Alors vous allez me dire, Lavillatte, il divague. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y avait une continuité
entre les êtres. Ça ne veut pas dire non plus que les animaux n'étaient pas exploités, qu'il n'y avait pas, c'est vrai, une absence de conscience concernant la place et le rôle de l'animal dans la société, bien sûr, mais il y avait une continuité. Et puis arrive ce qu'on appelle, d'une manière assez, triviale, le grand bordeleur. Le bordeleur, il s'appelle Descartes. Dans une lettre au duc de Newcastle, il écrit « Cher ami », je cite dans le texte, « Cher ami, monsieur le duc, l'animal, vous voyez, c'est un lapsus, mais alors révélateur, l'animal n'ayant, je cite, aucun plaisir, aucune douleur, aucune émotion, peut être considéré comme une machine. Et il crée d'un seul coup la théorie de l'homme-machine et de l'animal-machine. L'homme-machine, ça viendra plus tard, mais c'est une conséquence de l'animal-machine. C'est-à-dire que c'est un être parmi d'autres, mais seulement on peut à la fois le démonter, on peut le dresser, et surtout, il est une sorte de mécanique, sans émotion. Il ajoute dans cette lettre, sans plaisir, sans douleur, il ne pleure pas. Donc, vous sentez bien qu'on est en plein dans notre sujet, là. Ça a l'air de rien comme ça, mais la problématique de la Renaissance, c'est j'ai une continuité, et d'un seul coup, avec Descartes, XVIIe siècle, j'ai une discontinuité. Je peux faire, théoriquement, n'importe quoi. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est la conscience, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, qu'il faut rétablir cette continuité, qu'il faut voir dans l'animal en général, mais dans le chimpanzé en particulier, bien évidemment, une continuité entre lui et nous, qu'il n'y a pas de rupture, qu'il y a une sorte d'empathie, de sympathie, je ne sais pas, c'est un peu d'anthropomorphisme, mais ce n'est pas grave, que je me reconnais dans le regard d'un chimpanzé ou d'un gorille, que je vois des membres de ma propre famille humaine dedans, et qu'il mérite donc, à ce titre-là, toute l'attention et tout le respect qu'on lui porte. Voilà ce que je voulais dire sur cette introduction générale, avant de passer, je pense, un petit film autour de Sculpter le vivant. Je reviendrai ensuite sur l'œuvre de Michel quelques minutes avant de passer la parole à Sabrina et Nina, ou Nina et Sabrina. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour ce petit aparté introductif. Voilà, merci. Aujourd'hui, 9 nouveaux pensionnaires un peu particuliers arrivent à Beauval. Ah, comme ça. Voilà, très bien, très bien. Le premier s'élève à 6 mètres, pèse 300 kilos et répond au doux nom de Mélèze. Parce que comme vous le voyez, c'est un ours brun qui est en train de se gratter le dos contre le tronc d'un mélèze. 2 jours et 2 nuits sont nécessaires pour installer dans le parc les géants silencieux de Michel Bassompierre. Après Paris et Marrakech, juste avant New York, c'est donc à Saint-Aignan que les prestigieuses œuvres sont exposées. Pour nous, Beauval, c'est ce qui se fait de mieux en France. Comme nous visons toujours l'excellence, eh bien, nous sommes présents. Ils sont 7 ours, un gorille et un manchot. Mais comment trouver leur place idéale ? Reviens vers moi là. L'idée, c'est que l'environnement de la sculpture, son arrière-plan ou les animaux qui vont être à côté communiquent entre eux et que ça raconte une histoire exactement. Samedi 5 avril, les fragiles colosses de Michel Bassompierre sont dévoilés au public. L'inauguration officielle s'est tenue en présence d'Ophélie Meunier et de Mathieu Kassovitz, mais surtout de l'artiste Michel Bassompierre. Je vois un éléphant là qui charge, c'est une nature géniale comme moi je l'aime. Donc le travail de l'artiste, c'est d'essayer de capter cet esprit de l'animal. Si ces sculptures sont immuables, les espèces qu'elles représentent, elles ne sont malheureusement pas. Surtout, rappelons-nous qu'il est de notre responsabilité à tous de préserver la beauté du monde animal pour les générations futures. Alors, ne manquez pas l'exposition Fragile Colosse, ode à la splendeur du règne animal, visible au Zooparc de Beauval jusqu'au 12 novembre. Merci pour ce beau petit film de quelques minutes. Et puis là, nous sommes en direct, c'est formidable. Je pense que vous pouvez
voir notre ami Michel en train de travailler, de sculpter avec de l'argile. Le présenter, c'est très difficile. Moi, j'aime pas présenter les artistes. Vous savez pourquoi? Ça fait nécrologie. Vous voyez? Né en 1948 à Paris, ça veut dire quoi? Alors après, ça va très mal. Vous voyez, bon, alors non, il est bien vivant, il est formidable, il est en train de travailler avec nous, et il va nous montrer ce qu'il y a d'extraordinaire dans la sculpture, c'est la possibilité de figer l'instant, le mouvement, le regard, et de le figer de manière éternelle. Il y avait une très jolie phrase de Salvador Dali qui disait, j'adore cette phrase parce qu'elle est complètement idiote, le moins que l'on puisse dire pour une sculpture, c'est qu'elle ne bouge pas. C'est vrai, mais j'aime bien cette phrase parce que, en même temps, bon, il a fait bouger évidemment, c'est son esprit un peu contradictoire, il a fait juste bouger, mais en même temps, il rend compte de cet instant qui fixe, dans toute son œuvre, vous le savez bien, qui fixe le regard, la gestuelle, l'attitude. Il y a une œuvre magnifique de Michel qui s'appelle Le Campagnol. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un ours qui voit un campagnol passer juste entre ses jambes, ou ses pattes. Je vais dire jambes, moi j'assume. Ses pattes. Et d'un seul coup, vous voyez le mouvement absolu, figé, et on voit à la fois le désarroi de l'ours, et évidemment que le campagnol est sauvé parce qu'il ne l'a pas attrapé. Donc, c'est très très double. Michel, donc, évidemment, c'est l'immense sculpteur animalier. Alors, je vais vous dire ce que je pense. C'est un schizophrène qui a réussi. Non mais je pèse mes mots, c'est un schizophrène qui a réussi. Pourquoi? Je tiens ses propos de lui-même. Je ne me permettrai pas d'aller inventer quelque chose. Il me dit, je suis à la fois, je cite dans l'ordre, anatomiste, animalier, dessinateur et sculpteur. Et il me dit, je cite à nouveau dans le texte, tout ça, ça se passe très bien en haut. J'arrive à faire, et non seulement il arrive à faire, mais il arrive à nous produire de véritables chefs-d'œuvre. Son œuvre, vous le savez, elle ne naît pas comme ça, quelques minutes dessus. Elle naît d'un long et patient apprentissage depuis l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, avec cette parentalité double. Son père est scientifique, hydrologue, je crois, et sa mère est artiste. Alors déjà, une conférence pour aujourd'hui, évidemment, ça rentre en plein dans le sujet. Et puis, c'est quelqu'un qui modèle quelque chose qui est extrêmement difficile à rendre. C'est le jeu de l'ombre et de la lumière. Vous avez remarqué combien les douceurs, la rondeur, je dirais la patience de la forme, il y a une patience dans la forme qui fait que ça nous touche profondément. C'est cette œuvre-là, donc, qui est en train de se réaliser sous nos yeux et qui va nous permettre, à la fin de ce moment d'échange particulièrement riche et convivial, de voir ce qu'il a été possible de faire et de rendre compte au point de vue artistique. On dira un mot tout à l'heure, après les interventions de Nina et Sabrina, on dira un mot du rôle de l'art, j'en dis pas plus, mais vous le devinez, du rôle de l'art dans la prise de conscience de la conscience environnementale dont on parlait tout à l'heure, de la prise de conscience dans le rôle de la préservation, de la conservation des espèces. Et évidemment, moi, je suis totalement en retrait sur ce sujet et je ne peux donner la parole qu'à des spécialistes qui savent infiniment mieux que moi parce qu'elles sont en immersion, justement, dans le sujet, c'est-à-dire Sabrina et Nina. Donc, on va commencer, je pense, par vous, Sabrina, et puis je vous laisse la parole avec un PowerPoint qui va maintenant défiler. Donc, vous êtes célèbre primatologue. Vous êtes très bien. Ouais, c'est parfait. Alors, je vais me mettre ici pour pouvoir voir ce qui est projeté et puis pour être un peu plus proche de vous. Tout d'abord, remercier évidemment Rodolphe Beauval et Beauval Nature de nous accueillir.
Michel Bassompierre et la famille Bassompierre, parce que derrière Michel, il y a une organisation absolument fabuleuse, tenue d'une main de maître par Guillaume et Karen et puis par toute leur équipe. Donc de me faire le plaisir et l'honneur d'être avec vous ce soir. Sachant que je suis marraine de cette exposition, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de venir. Qu'en fait, c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve Michel en train de sculpter sous ce format. On avait lancé les Fragiles Colosses au Muséum national d'histoire naturelle où je travaille en 2021, au moment du déconfinement. Et ça a été un véritable retour aux interactions humaines qui s'est lancé grâce à Michel au muséum après le déconfinement. Donc je suis ravie d'être là ce soir et puis on va tout de suite partir un peu en forêt tropicale directement et c'est aussi l'occasion donc de replonger pour moi dans l'origine de mon travail puisque j'ai commencé au Congo dans le cadre de l'association Help Congo et que j'ai trouvé que c'était une excellente occasion de pouvoir réunir deux femmes primatologues qui vont vous parler de Help, des chimpanzés et d'un peu plus que tout ça. Et donc j'en profite aussi pour vous dire tout de suite que les photos sont d'un autre passionné, un homme cette fois-ci, aussi artiste, donc Jean-Michel, mon mari. Évidemment rendre hommage à Jen, mais puisque Rodolphe l'a si bien décrite, on va passer directement au terrain et dédier cette soirée aussi à un de nos assistants, Nelson, qui a été accidenté par une voiture mardi et qui aujourd'hui est en route vers Kampala pour se faire soigner. Et donc voilà, je voulais lui dédier la soirée parce que c'est nos assistants de terrain qui sont les chevilles ouvrières. Donc lui est ougandais, on parlera sûrement des Congolais, mais qui au quotidien sont aussi en forêt, travaillent et tout ce dont on va vous parler ce soir, c'est un travail d'équipe. Nous, on est là pour vous en parler, mais eux, ils sont dans la forêt au quotidien. Donc, je vais vous parler de 3 étapes. Tout d'abord la découverte de la forêt tropicale, la découverte des chimpanzés, au cœur du triangle et de Help. Puis ensuite, après avoir laissé la parole à Nina qui vous détaillera un peu plus ce qu'est Help aujourd'hui et son historique, je vous parlerai de l'immersion en forêt tropicale en Ouganda et puis de ma mobilisation pour la préservation de ceux que j'appelle mes frères et sœurs de la forêt. Je pense que après cette heure et demie de conférence, après avoir croisé leurs regards en photo, après avoir vu Michel sculpter un autre grand singe, donc un gorille a priori, vous comprendrez pourquoi on les appelle frères et sœurs et probablement que la disparition de Jane Goodall nous rappelle ça aussi, c'est que depuis 60 ans, on sait, à l'inverse de Descartes, que les chimpanzés notamment, mais les animaux en général, ont des personnalités, des émotions, et que finalement, effectivement, on n'est pas si loin les uns des autres. Donc c'était mon mari. Donc la découverte se passe au sein de la zone qu'on appelle le triangle, qui est une zone de terre entourée de rivières et où on arrive, Jean-Michel et moi, en 97, alors que le sanctuaire, qui est cet orphelinat où Help Congo recueille des chimpanzés, a décidé de relâcher 6 individus. Mais au tout début, quand on arrive à Help, la première chose et la première étape qu'on rencontre, c'est ces îles où vivent des chimpanzés qui sont en cours de réhabilitation, dont les mères ont été tuées et où les chimpanzés orphelins reprennent contact avec la vie, avec les êtres vivants et donc sont pris en charge par des humains. Et donc ce jour-là, le premier jour où j'arrive au Congo, les soigneurs, les Congolais me disent on va aller en barque nourrir les chimpanzés, mais il faut faire bien attention. Donc je ne connaissais pas les chimpanzés, c'était ma première fois en Afrique et ma première fois avec des chimpanzés. Il ne faut surtout pas que les chimpanzés montent dans la barque. Ils sont beaucoup plus forts que nous et même
s'ils peuvent paraître bien sympathiques, il faut absolument éviter tout contact. Donc moi je suis sur une barque, Jean-Michel, donc mon mari, est sur une autre barque, et moi je suis dans la barque où il y a de la nourriture. Et je vois une chimpanzé qui commence à rentrer dans l'eau, qui rentre vraiment bien dans l'eau, puisqu'elle a de l'eau jusque sous les bras. Donc c'est Yoko. Les assistants, les Congolais, me disent « c'est bizarre, elle vient vers nous ». Et le temps d'une fraction de seconde, Yoko est montée dans la barque et m'a enlacée. Un moment absolument incroyable, puisque c'était la première fois que je voyais des chimpanzés, que j'ai pas eu le temps d'avoir peur, et donc ça a été une émotion absolument incroyable. Par la suite, en fait, sur les îles, je vais évidemment rentrer en contact avec d'autres individus. Donc là, on voit Derek, qui, dès les premiers instants, en fait, m'émeuvent par leur regard et par leur besoin intense de contact avec les humains. Dès le départ, en fait, on comprend à quel point d'être orphelin quand on est un chimpanzé, c'est un arrachement. Mais moi, mon travail, c'est pas de pouponner des chimpanzés, c'est pas de jouer ce rôle de mère de substitution, c'est bien moi. Je rappelle, on est en 97. C'est en tant que jeune vétérinaire, à la fin de mes études, d'essayer de comprendre si les chimpanzés, ces 6 individus qui vont être relâchés en forêt, sont capables de survivre, s'ils vont réussir à trouver à manger, et si ils ne vont pas être malades. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience en maladie des chimpanzés, donc en fait, je vais découvrir tout en même temps qu'eux. Eux avaient été arrachés à l'âge de quelques mois à la forêt et à leur mère. Donc petit à petit, ils vont faire leurs premiers pas dans la forêt. Et moi, j'ai jamais été en forêt tropicale. On nous demande d'ouvrir des chemins, on nous demande de suivre des chimpanzés. On ne connaît absolument rien. On est 6 occidentaux, même pas, puisqu'il y a un Américain, et 6 Congolais. On va avoir la chance de vivre pendant 6 mois en complète autonomie, puisque évidemment on n'a pas de GPS, pas de téléphone portable à l'époque, et que la guerre civile se déclare, et que la fameuse Aliette n'a pas beaucoup de temps en fait à nous consacrer, et qu'on récupère assez rarement à manger. Donc les vivres sont assez peu abondantes au Congo à cette époque-là. Donc comme les chimpanzés, on va devoir trouver un peu à manger dans la forêt par nous-mêmes. Mais ce qui m'étonne le plus, en fait, c'est que non seulement les chimpanzés survivent, qu'ils trouvent à manger, mais que parmi ce qu'ils découvrent dans la forêt, il y a certaines parties de plantes que les Congolais me disent être des plantes médicinales au village. Et de là va naître toute la suite de mon parcours, et je vous en dirai plus tout à l'heure. Je laisse la parole à Nina. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nina Giotto, la directrice de Help Congo depuis maintenant 5 ans, donc comme disait Rodolphe. Et donc Sabrina vous a présenté son expérience qui date un peu par rapport à la création justement de Help Congo. Et donc moi je vais faire un petit retour en arrière sur comment s'est créée cette association justement qui a été notre début à toutes les deux. Donc voilà, le Congo, donc c'est le pays en jaune ici que vous pouvez voir. Donc l'aventure commence à Pointe-Noire, au bord de la mer. Et donc c'est Aliette Jamar qu'on voit en photo là-haut, qui en 1989 donc, est expatriée au Congo, où elle vit avec son mari, une vie d'expatriée loin des problèmes des chimpanzés. Et elle visite le zoo de Pointe-Noire. Et elle est vraiment atterrée par les conditions dans lesquelles les chimpanzés sont détenus. Donc comme vous pouvez voir, ils sont maigres, prostrés, dans des cages sans lumière du jour, jamais nettoyées, donc vraiment des conditions terribles. Et elle en fait un peu son cheval de bataille. Elle décide que c'est pas possible que les individus soient maintenus dans ces conditions et qu'elle veut leur offrir la liberté. Aliette a toujours souhaité que les chimpanzés retournent en forêt. Elle a même fait un film après qui s'appelle « Né pour être libre ». Donc ça a toujours été l'idée, c'est que les chimpanzés appartiennent à la forêt et ils doivent retourner en forêt. Donc au Congo, il faut savoir en plus que les chimpanzés sont, pas qu'au Congo, un peu partout en Afrique, mais particulièrement menacés par le braconnage, parce que les Congolais adorent la viande de brousse.
Ils mangent énormément, bon, ce qui est logique, hein, puisque les peuples locaux mangent les animaux disponibles autour d'eux, hein, comme partout dans le monde. Mais il y avait beaucoup de braconnage sur les chimpanzés. Et on pouvait trouver également, il y a beaucoup de trafic, même aujourd'hui encore, qui s'opère avec également les Congolais ou les Africains qui ont émigré en Europe. Et donc la viande de brousse arrive jusqu'à l'Europe, aujourd'hui encore, dans les avions, dans les soutes. Donc ça, c'est une vraie problématique pour ces espèces-là. Et le deuxième point, c'est la perte et la fragmentation de l'habitat. Parce que le Congo est couvert de forêts, mais bien sûr, ils se sont mis à exploiter ce bois. Et donc petit à petit, le défrichement, les routes pour arriver aux nouvelles parcelles, petit à petit on colonise ces milieux forestiers et donc on pique le territoire en fait des espèces sauvages qui donc deviennent fragilisées par ces mécanismes. Donc voilà, Aliette commence à récupérer les petits chimpanzés chez elle, à son domicile. Donc là, vous en avez quelques-uns. Donc pour les anciens de Help, toi tu as dû connaître aussi Lucie, qu'on a encore aujourd'hui au Triangle. Donc certains d'entre eux sont pris comme petit animal de compagnie, parce qu'en fait la mère en général se fait attraper par un collet, un piège. Elle est tuée pour être consommée. Et le bébé, comme il n'y a pas grand-chose à manger, finalement il est pris comme animal de compagnie. Sauf qu'un petit chimpanzé, c'est pas un animal de compagnie facile à gérer. Et donc les gens, au bout d'un moment, de même les ramener à Aliette quand ils ont entendu parler de cette dame qui s'intéressait à la cause des chimpanzés. Et certains étaient détenus dans des conditions déplorables. Là, vous avez Olga en haut à droite, qui par exemple a des blessures sur les côtés parce qu'elle était enchaînée. Pardon, c'est moi, voilà. Yombe en bas à droite, il avait justement la jambe prise dans un collet, donc ils ont dû l'amputer parce que ça commençait à nécroser. Donc voilà, petit à petit, elle a récupéré tous ces chimpanzés et elle s'est retrouvée avec, j'appuie qu'une fois pourtant, et elle s'est retrouvée, ça marche pas, avec donc une dizaine ou une vingtaine de petits chimpanzés chez elle. Donc je sais pas si vous imaginez dans la cuisine 20 petits chimpanzés à nourrir tous les jours, qui ouvrent tout, qui courent partout. Bon voilà, donc ça devenait invivable. Et donc 2 ans après, là d'ailleurs, elle a rencontré également Jane Goodall à l'occasion de tous ces périples, qui est en haut à droite. Donc ce sont ces 2 grandes dames en train de discuter de l'avenir des chimpanzés au Congo. Et elle décide de ce fait, en 1991, de créer l'association Help Congo et de déménager à Konkwati, donc, qui est une réserve naturelle à cette époque, un peu plus au nord sur la côte, à la frontière gabonaise. Donc Sabrina, vous parlez justement des îles. Donc là, vous les avez représentées en bas. Là, donc il y avait 4 îles et le sanctuaire à proprement dit où le campement était installé. Et donc petit à petit, il s'agit d'apprendre aux petits chimpanzés à vivre en forêt. Donc on les accompagne tous les jours sur ces îles. On leur apprend petit à petit, voilà, quelles sont les espèces comestibles, comment se comporter, comment réapprendre la vie en forêt. Voilà. Voilà. Donc, en 1996, va avoir lieu le premier relâché, qui sera le premier d'une longue série. Et donc, comment ça se passe, les relâchés? Donc, on prenait les individus des îles en bas. Il s'agit on les anesthésie, on les met dans des barques, on les monte en bateau jusqu'au site de relâché, donc qui est le campement du Triangle. Donc c'est une zone de relâché qui fait environ 23 km², et qui est entourée par 2 rivières. Donc ça faisait une barrière naturelle pour pouvoir les garder dans une zone un petit peu protégée et espérer pouvoir les suivre plus facilement. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais... Et donc on les équipait de colliers VHF. À l'époque, le GPS n'existait pas. Et ensuite, voilà, des volontaires comme Sabrina, qui arrivait à l'époque, et arrivait du jour au lendemain, était mis en forêt et devait suivre ces chimpanzés. Donc à travers les marécages, c'est des conditions de terrain assez compliquées, il faut dire, et s'assurer donc à la fois de les étudier, regarder comment ils se comportaient, apprendre d'eux, et aussi les protéger des groupes de sauvages, parce qu'en fait réintégrer des chimpanzés qui sont, on va dire, domestiques, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'habitude de fonctionner avec des sauvages, c'est très compliqué parce que les sauvages, c'est pas des sympas. Ils sont quand même, c'est des espèces qui sont assez agressives, en vrai, entre groupes. Et donc, ça a permis aux chimpanzés relâchés d'avoir un petit temps d'adaptation où ils étaient protégés par les humains qui les suivaient. Et petit à petit, ils ont intégré
des groupes de chimpanzés sauvages. Voilà, donc il y a eu une série de 7 relâchés au Triangle entre 1996 et 2011. Et donc, comme vous pouvez voir là sur les graphiques, bon, en tout cas, les relâchés se passent plus ou moins bien selon les relâchés, mais il y a toujours des morts dans les jours qui suivent parce que soit le chimpanzé part et on ne le retrouve pas, il peut y avoir des attaques par les sauvages, ou alors des décès. Bon, je pense qu'ils n'étaient pas toujours tous identifiés, mais dans le lot, on a quand même 25 chimpanzés qui ont vraiment réussi à s'intégrer dans les groupes de sauvages et qui ont regagné le rêve d'Aliette de redevenir des chimpanzés sauvages. Donc je passe un peu vite. Donc pour vous donner quelques chiffres quand même de tout ça, donc en 35 ans d'existence, El Congo a récupéré 110 chimpanzés. Sur ces 110 chimpanzés, il y en a 31 donc, qui ont été récupérés par dons volontaires des personnes, parce que c'était compliqué de les garder chez eux, ou qui prenaient petit à petit conscience du fait que ce n'était pas leur place, en fait, d'être dans un jardin ou dans une maison. Elle a réussi à récupérer tous les chimpanzés des zoos du pays, donc de Brazzaville et de Pointe-Noire. Certains venaient également de Chipunga, donc c'est l'Institut Jane Goodall, justement au Congo. Il y a 2 structures qui œuvrent pour les chimpanzés, donc l'Institut Jane Goodall et El Congo. Et 60 étaient quand même des saisies réalisées par les autorités. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre d'Aliette, je dirais, parce que quand elle est arrivée, personne n'avait conscience que c'était un souci de capturer et de manger des chimpanzés. Et petit à petit, à force de partir voir les politiciens, de parler à la télé, elle a réussi vraiment à ce qu'il y ait une prise de conscience quand même, au niveau des autorités au moins, et que ces saisies soient réalisées. Et donc ces 110 chimpanzés, on en a 21 qui sont encore aujourd'hui sur nos îles et dont on s'occupe parce qu'ils étaient dans des conditions qui ne permettaient pas de les relâcher, soit parce qu'ils étaient amputés ou trop imprégnés par l'homme ou trop peureux. Bon, il y a plein de raisons qui font que ce n'est pas toujours possible de retourner à l'état sauvage. On en a 25 qui sont morts peu après leur arrivée parce que des fois ils arrivaient après avoir été séquestrés pendant des mois, affamés, et donc malgré la prise en charge, on n'arrivait pas à les sauver. Après il y a eu des échanges, donc, comme on disait, avec l'Institut Jane Goodall, et 53, donc la moitié, ont été relâchés dans la forêt du Triangle. Et ça, c'est une première. Il faut savoir qu'Aliette Jamar a été la première, et son équipe, et tous les bénévoles et toutes les personnes qui l'ont aidé, mais ça a été les premiers à relâcher des chimpanzés dans le monde entier et à réussir tout de même une forme d'intégration de ces chimpanzés. Puisque sur les 53 relâchés, on en a 5 qui, par exemple, ne se faisaient pas à la vie sauvage. On en avait un, il se mettait sur le bord de la rivière, Derek, et il attendait que les bateaux passent pour monter dans le bateau, et il faisait du stop, comme on disait. Donc chacun, il y en a une qui quittait pas le camp, elle vivait qu'autour du camp, elle avait peur de tous les sauvages, donc des fois on se rend compte qu'il y a des individus qui sont pas faits pour la vie sauvage, et dans ces cas-là on les ramenait sur les îles, mais et donc on en a 25 en tout, 20 et 4, disons, qui sont décédés, donc comme on disait, à leur arrivée, parce que les conditions de vie sauvage sont pas toujours faciles, surtout pour les mâles. C'est très dur pour un mâle de s'intégrer à un nouveau groupe parce que naturellement, ce sont les femelles qui dispersent. Donc, c'est beaucoup plus facile pour une femelle. On a eu un bien meilleur taux de survie chez les femelles que chez les mâles. Et donc, en tout, on a eu 24 chimpanzés complètement intégrés à des groupes de sauvages et qui ont fait toute leur vie dans cette réserve. Et quand moi, je suis arrivée en 2021, on avait encore 4 individus qui avaient été relâchés et qu'on voyait régulièrement. Et ils ont eu des bébés, et là on en est à la 3e génération, puisque Agathe a eu donc une jeune fille qui s'appelait Luanga, et Luanga vient cette année même d'être maman, donc on est à la 3e génération, donc c'est nos petites victoires, voilà. Donc en 2021, comme on disait, il y a eu un nouveau départ pour l'association Help Congo, puisque Aliette Jamar est partie à la retraite après 30 années de bons et loyaux services. Et elle est donc venue trouver Rodolphe en lui demandant donc si Beauval Nature, et Beauval en général, mais plus particulièrement Beauval Nature, pouvaient
aider l'association pour pas qu'elle disparaisse en fait, parce que le boulot qui était fait sur place était vraiment important pour elle, à ses yeux et à nos yeux à tous. Et donc Beauval Nature s'est impliqué depuis le 2021, et c'est notre bailleur principal, et il nous aide également techniquement. On a leur soutien, voilà, les services pédagogiques vont nous aider à faire des plaquettes, enfin voilà, ils nous soutiennent dans plein d'actions. Et avec toujours donc ce même objectif de préserver la vie sauvage, mais également d'ouvrir un peu les actions de l'association qui étaient vraiment axées que chimpanzés, presque on peut dire. Et donc depuis 2021, on a multiplié les actions. Donc on a toujours bien sûr les chimpanzés des îles, donc nos 21 chimpanzés que je vais vous présenter après. On fait également de la recherche sur d'autres espèces. On a une thèse sur les lamantins en partenariat avec Beauval Nature. Là, on travaille sur des recensements herpétologiques, des études d'ADN environnemental. On essaie vraiment de mieux connaître la biodiversité de la zone pour pouvoir donner en fait les informations nécessaires aux gestionnaires du parc national pour faire des choix qui sont en résonance avec la réalité du terrain, parce que les gestionnaires, ils ont besoin de chiffres, d'informations concrètes. Donc nous, on leur fournit tout ça. On fait également de la sensibilisation environnementale, donc dans les villages, on a un éducateur qui passe et qui fait des interventions dans tous les villages du parc et à Pointe-Noire. Des plantations, parce qu'Aliette, depuis toujours, avait dit « sans forêt, pas de chimpanzés ». Donc une de ses grandes actions, ça a été aussi de planter. Et il y a plus de 50 hectares autour du camp qui ont été replantés. Et aujourd'hui, on y voit des citatungas, des éléphants, des civettes. Donc la vie sauvage utilise, et même des chimpanzés, le Graal, quand on pense à son parcours, qui utilisent ces zones-là pour se nourrir, s'abriter. Voilà, et on fait également du développement local parce qu'on sait tous aujourd'hui qu'on ne peut pas conserver la forêt si on ne propose pas une alternative aux populations, parce que c'est la ressource de ces populations-là. Donc si on veut pouvoir la préserver, il faut leur trouver une autre source de revenus, parce que comme nous tous, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, s'acheter de quoi manger, enfin. Et donc on embauche localement les gens sur des projets. Donc un de nos gros projets, c'est le projet Plage propre et protégée, où on embauche 10 personnes à l'année qui récoltent les plastiques échoués sur la plage. Donc sur les 40 km de plage du parc, on sort à peu près 40 tonnes de plastique par an, depuis 3 ans consécutifs, qui sont amenés par la mer. Donc c'est un travail sans fin, mais voilà, il y a des tortulutes qui viennent pondre, donc on restaure l'habitat d'autres espèces, et on donne en même temps du boulot aux populations locales. Je dirais que c'est du gagnant-gagnant. Voilà, et on a développé également l'écotourisme, donc si vous voulez venir nous voir, c'est possible, et ça nous permet aussi à la fois de sensibiliser les gens et forcément d'aider à financer les actions de l'association. Donc voilà, ça c'était pour la première partie sur Help Congo, donc jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, donc voilà, je voulais vous les présenter un petit peu plus en détail. Donc ce sont les chimpanzés des îles. Donc on a 3 îles. Donc sur la première île, on a 3 mâles. Donc Banane, Moana et Pépère. Donc Sabrina, tu as connu Banane et Pépère, qui étaient là déjà à l'époque. Moana est arrivé plus tard. C'était le fils de Banane et d'une autre femelle qui est malheureusement décédée entre-temps. Mais ça, ce sont nos trois mascottes. Ensuite, on a la grande île. Donc là, ça, à mon sens, c'est génial parce qu'on a une île avec 16 individus et qui a une structure assez proche d'un groupe de sauvages avec plusieurs mâles et plusieurs femelles. On a eu des naissances, donc il y a vraiment une dynamique dans le groupe qui est très intéressante. Et là, justement, Charlotte vient d'avoir un bébé au mois de septembre, là, la petite Chami, qui est notre dernière arrivée. Et sur la 3e île, donc on a Yombe, donc le petit qui s'était fait amputer la jambe au tout début de la création de l'association, si vous vous souvenez. Il est encore là, avec Chula, une jeune femelle. Et donc on va récupérer 2 autres chimpanzés qui étaient justement à l'Institut Jane Goodall et qui va venir compléter ce groupe pour redonner aussi un peu de... Ce sont des animaux sociaux, ils aiment bien pouvoir interagir avec leurs congénères. Et donc on va en ramener de nouveau. Donc comment ça se passe? Donc quand tu parlais, Sabrina, d'être sur une barque pour nourrir les chimpanzés, donc en fait il faut savoir que pour 21 chimpanzés, on achemine toutes les semaines entre 800 et 1 tonne de kilos de fruits pour les nourrir. Et donc tous les jours, tous les matins et toutes les après-midi, on monte sur des bateaux. Alors aujourd'hui,
c'est moins dangereux. Le Covid est passé par là, donc on n'a plus le droit d'avoir de contact avec les chimpanzés. Et puis bon, le but, vu que c'est de les relâcher aussi, c'est vrai que la démarche était de les désimprégner de l'humain. Mais donc voilà, donc c'est une grosse logistique pour ramener tous ces fruits et pouvoir les nourrir. Donc comme vous pouvez voir, ils ont un régime alimentaire assez équilibré, avec toujours au moins une dizaine de fruits et légumes différents. Et on complète avec de l'ail pour le vermifuge, des oignons, et des apports de protéines aussi, parce que dans la nature, ils mangent quand même des protéines. Et donc on leur fait du riz au lait avec du soja, on leur donne des œufs, enfin bref, voilà, on prend soin de leur alimentation. Donc voilà, maintenant c'est sur des bateaux motorisés, et vous voyez, ils sont en kayak là, et ils déposent les bassines au pied des mangroves, et tous les chimpanzés viennent se nourrir. Et on peut même, si vous voyez en haut, là, il y a un bout de bambou, on se sert de ça pour faire des gobelets, pour leur donner des médicaments quand ils ont besoin, s'il y en a un qui est malade, ou s'il y a besoin de compléments alimentaires pour une raison ou une autre, on peut leur donner comme ça les médicaments. Pardon, ça va trop vite. Donc ces chimpanzés se posaient la question, donc, puisque ça a toujours été le but de les relâcher. Et donc là, nous, on est aujourd'hui avec ces 21 chimpanzés et on était en train de se questionner quels individus pourront être relâchés. Est-ce qu'on forme un groupe? Est-ce qu'on relâche des individus solitaires pour qu'un à un, ils s'intègrent à des groupes de sauvages? Donc on a prévu tout un dispositif pour pouvoir les capturer. Comme vous voyez, là, il y a des grandes cages qui nous ont gentiment été données justement par le zoo de Beauval, pour pouvoir les capturer, les transporter. Bon voilà, tout était en cours, mais avant de pouvoir relâcher des chimpanzés dans un milieu sauvage, il faut s'assurer d'une chose, c'est qu'il n'y a pas déjà suffisamment d'individus sauvages. Parce que l'idée, c'est pas de leur faire de la compétition. Donc il fallait faire une étude dans la forêt du Triangle pour voir un peu où en est la population sauvage aujourd'hui, 25 ans après les premiers relâchés. Et donc on a une équipe de chercheurs qui travaille au Triangle pour obtenir ces informations. Donc là, vous voyez donc la zone du triangle, je n'arrive pas avec ma petite pipette, mais c'est pas grave, donc qui est entre les deux rivières, là. Et donc tous les points noirs que vous voyez, ce sont des caméras trappes, donc les caméras qui prennent automatiquement des photos des animaux quand ils passent devant. Et donc pendant 1 an et demi, on a fait un réseau de caméras trappes positionnées, comme vous le voyez là, parce que ça nous servait également à faire un inventaire de toute la biodiversité présente dans la zone. Et après, on a continué avec des caméras dans la canopée pour avoir aussi une idée, est-ce que les chimpanzés utilisent aussi donc les arbres ou restent plutôt au sol, et pouvoir pareil inventorier toutes les espèces présentes. Et maintenant, on se concentre, on a changé de technique, on met des caméras à des endroits stratégiques où on sait que les chimpanzés passent. Parce que maintenant, on fait un focus chimpanzé. Et donc, on se rend compte, celle-là, c'est un passage. Là, oui, à chaque fois, j'en ai. Donc, on les a positionnés vraiment selon l'utilisation de l'habitat par les chimpanzés pour avoir le plus de photos possible. Parce que l'objectif, c'est de faire un trombinoscope de nos chimpanzés. Donc, de connaître chaque individu pour savoir vraiment combien on en a dans la zone. Et c'est un travail immense. Pour vous donner... Alors, non, voilà. Donc, par exemple, on a des vidéos comme ça. Donc sur les arbres, c'est très bien parce que... Et là, vous voyez cet individu, on a profil droit, hop, il pose, on peut extraire une photo, derrière, il pose, on prend une photo, profil gauche, donc c'est le candidat parfait parce qu'en une vidéo, on peut faire le trombinoscope complet parce que des fois, on a juste un chimpanzé qui passe. Voilà, donc ça a mis 3 ans et demi, il fait que ça toute la journée. Donc c'est Paul Axel, je le salue parce qu'il fait un boulot de dingue. Et c'est également un ancien, Sabrina a travaillé avec lui à l'époque. Il est revenu nous prêter main forte. Et donc l'idée, voilà, c'est de faire un trombinoscope comme ça de chaque individu. Donc première vidéo, on l'a comme ça, très bien. Un autre jour, on a un chimpanzé qui passe sur le tronc et on voit bien par rapport à la photo d'en bas que c'est le même, donc on rajoute des photos et des photos pour avoir tous les aspects de notre chimpanzé. Donc ça, c'est un Humpy, fait partie du groupe 2. Et à la fin, on arrive même à reconnaître un chimpanzé qui passe juste de dos comme ça, parce qu'on l'a eu sur tous les angles. Et donc là, on sait, avec juste une photo comme ça, qui c'est. Donc voilà, et donc on fait ça avec tous nos individus et toutes nos vidéos. Donc on en a des centaines et des centaines. C'est vraiment des heures de travail. Et donc, après 3 ans, maintenant on sait qu'on a 270 minimum, parce qu'on n'a pas fini,
minimum 266 chimpanzés présents dans la zone, qui sont chacun identifiés avec un petit nom. On sait qui fait partie de quel groupe. Donc comme vous pouvez voir, on a 5 groupes différents, puisqu'au début on en avait trouvé un, puis 2, puis après on se rend compte que finalement il y en a un 3e, puis finalement c'est pas les mêmes que ceux qui sont de l'autre côté de la rivière, parce que la rivière fait une barrière géographique. En fait, ils ne peuvent pas toujours passer. Les chimpanzés, comme les gorilles, ne nagent pas, hein, comme les grands singes, ils ont une densité osseuse, ils coulent, ils ne peuvent pas nager, donc ils ne peuvent pas traverser à la nage. Et donc voilà, on a 5 groupes qu'on arrive à identifier. On est en train de poursuivre ce travail. Et donc on a évalué la taille des territoires de chaque chimpanzé. On n'a pas fini parce que, par exemple, on se rend compte que dans la zone à droite, là, le groupe 4 et 5 sont tous les deux vus dans toutes les zones où nous avons des caméras. Donc ça veut dire qu'on ne va pas assez loin, parce que normalement, il peut y avoir des zones de recouvrement, mais il devrait y avoir des zones qui sont vraiment leur territoire exclusif de ce groupe-là. Donc on continue notre travail, mais voilà, les premiers résultats sont qu'on a une très bonne densité de chimpanzés aujourd'hui. Donc si on compare justement avec chez toi, où on a du 2,5, 3,8 maxi, c'est ça, ben on est tout à fait dans les mêmes chiffres. Et donc ça, ben, d'une part, ben, c'est bravo au travail de Help Congo. Donc moi, j'étais même pas encore là, hein, mais voilà, c'est 30 ans avant qu'on arrive et ce qu'on continue aujourd'hui. Ben, ça a permis de protéger les chimpanzés de la zone. Parce que le fait qu'il y ait des scientifiques présents tous les jours, ben, ça éloigne les braconniers. Et donc ça permet quand même qu'il y ait moins de braconnage dans la zone et que les individus soient protégés. Et donc voilà, c'est grâce à ce travail. Donc aujourd'hui, on continue. Vous voyez là les 2 caméras en rouge qui sont positionnées en haut à droite et en bas à gauche, voilà, pour savoir jusqu'où vont les territoires de nos différents groupes. Et entre le moment où j'ai fait ce PowerPoint et le moment où j'ai relevé les dernières caméras avec Paul ce week-end, on se rend compte qu'en fait, en haut à droite, les 2 groupes sont présents. Donc ça ne nous aide pas du tout à répondre à notre question. Et en bas à droite, c'est sûrement un 6e groupe. Donc on n'a pas fini de travailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les conditions font qu'on ne va pas relâcher nos chimpanzés des îles dans cette zone-là, parce qu'on a la chance d'avoir une population sauvage qui se porte bien. Donc on va voir si on cherche une autre zone. Bon, voilà, le travail continue. Et donc on a encore beaucoup de missions qui nous attendent. Et voilà, et donc on continue notre travail de tous les jours pour assurer et le bien-être des chimpanzés de nos îles et d'étudier et de conserver la biodiversité locale présente à Konkwati. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Juste pour le plaisir, voilà, des petites photos magnifiques de ces forêts et de la biodiversité qui nous entoure quand on est là-bas. Bon, merci beaucoup, merci Nina. Je passe la parole à Sabrina merci beaucoup, pour son immersion en Ouganda. Voilà, la suite du programme. Voilà, donc vous avez vu quelle incroyable histoire que celle de Help Congo. Bravo, juste pour la réussite déjà du projet, bravo pour l'investissement et aussi la transformation grâce à Boval Nature, et Baptiste est derrière tout ça, je crois qu'il nous en parlera tout à l'heure. Et en tout cas, moi la question qui est née, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était est-ce que les chimpanzés utiliseraient des plantes médicinales, c'est celle qui m'a fait passer d'un métier de vétérinaire pour lequel je me destinais à un métier de chercheuse, puisqu'en fait la rencontre avec les chimpanzés de Help a fait germer cette question, et depuis elle me taraude, et ça fait 30 ans pratiquement que j'essaye d'y répondre, et vous allez voir que c'est pas si évident. Donc après avoir rencontré les chimpanzés de Help, j'ai collecté des échantillons de plantes. Je les ai étudiés pour mon premier travail de recherche, ma thèse vétérinaire, mon DEA. J'ai vu qu'il y avait des métabolites secondaires, donc des alcaloïdes, des tanins, des molécules qui sont censées soigner, qui sont les médicaments que nous, on utilise quand on s'approvisionne dans la forêt, mais qui sont des molécules qui sont toxiques et que les animaux peuvent éventuellement utiliser pour améliorer leur santé. Seulement,
j'étais revenue donc de Help où j'avais étudié 6 chimpanzés. J'avais bien des échantillons de plantes, mais mes encadrants m'ont dit il faudrait un nombre un peu plus important de chimpanzés. À l'époque, on n'avait pas connaissance des 260 chimpanzés de la zone. Et par ailleurs, ils m'ont dit peut-être que aussi la perception gustative des chimpanzés qui ont été élevés par des humains n'est pas la même que celle des chimpanzés sauvages. Donc peut-être que oui, ils vont aller consommer des médicaments, mais ils ont été soignés petits, ils ont eu des antibiotiques, etc. Donc on m'a vraiment poussée à aller à la rencontre de chimpanzés sauvages, et c'est comme ça que je suis arrivée en Ouganda, dans le parc national de Kibale, où avait été habituée à l'observation humaine une communauté d'une 50aine d'individus. Donc ils étaient étudiés par une équipe de l'université d'Harvard. L'habituation, en fait, ça prend des dizaines d'années quand on n'utilise pas d'alimentation. Jane Goodall, quand elle est arrivée à Gombe, elle a utilisé des bananes, elle a pu en quelques mois approcher les chimpanzés, les toucher. Les images que je vous ai montrées où j'avais les chimpanzés dans les bras ou un chimpanzé me prenait dans les bras, à partir du moment où je suis arrivée en Ouganda, ça a été complètement proscrit. Et d'ailleurs, même à Help, aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Donc aujourd'hui, on garde 8 à 10 mètres de distance avec les chimpanzés pour éviter de leur transmettre des maladies, mais aussi pour éviter qu'ils se rendent compte à quel point ils sont beaucoup plus forts que nous, et que si jamais ils ont envie de la banane qu'on a dans la main, il n'en est pas question. Voilà, ça c'est pas possible si on a des contacts répétés. Avec les chimpanzés sauvages, je peux manger une banane à 2 mètres d'eux, si jamais ils passent à 2 mètres de moi, jamais ils n'essaieront de me la prendre des mains. Je n'ai jamais été touchée, bousculée, mordue par un chimpanzé sauvage. Et donc, me voilà arrivée en Ouganda. Donc, je découvre effectivement des êtres extrêmement sociaux qui ont des relations très étroites, des relations qu'on pourrait appeler amicales, avec un vocabulaire humain, et des relations qui montrent qu'ils s'intéressent à autrui, puisque là, le chimpanzé qui est l'objet de l'attention avait une plaie dans le dos, et tous sont venus inspecter la plaie. C'était une de mes premières questions. Est-ce que les chimpanzés sont conscients d'un autre individu malade, souffrant? Est-ce qu'ils prêtent attention à ça? Et est-ce qu'ils ont une certaine empathie? Parce que jusqu'à présent, ce qui avait été décrit en termes d'utilisation de plantes médicinales, c'était de l'automédication. Et ma question était, est-ce qu'effectivement ils sont capables d'utiliser des plantes et d'utiliser des plantes différentes en fonction de leurs symptômes? Et si oui, pourquoi est-ce qu'ils ne se soignent pas? Ils ne soignent pas les autres, pardon. Surtout qu'on sait que les chimpanzés ont des cultures, ils utilisent des outils, donc ici des baguettes pour aller chercher du miel. Ils ont des cultures matérielles, mais ils ont aussi des cultures immatérielles qui fait que certains comportements peuvent se transmettre. Donc pour pouvoir répondre à ma question, il fallait aussi que je puisse faire un diagnostic sans pour autant faire de palpation, utiliser mon stéthoscope comme je l'avais fait auparavant à Help. Et donc les seules choses qu'on avait à disposition, c'était des urines et des crottes, et les meilleures étant, comme chez les humains, les urines du matin, sachant que les chimpanzés construisent des nids, un nid différent chaque soir, et que en fait pour avoir les meilleures urines, les urines concentrées, il faut attendre que le chimpanzé se réveille, fasse pipi depuis le bord de son nid, et aller les récupérer. Donc dans ce cas-là, avec un sac plastique au bout d'une branche, on essaye, donc il fait nuit, je vous rappelle, de viser de façon à entendre les petites gouttes d'urine dans le sac plastique, et puis ensuite à l'aide d'une pipette, récupérer le précieux échantillon pour ensuite éventuellement pouvoir faire des tests et savoir s'il y a des paramètres anormaux. Les crottes sont aussi d'excellents matériaux. Et puis, il faut essayer d'observer les chimpanzés. Donc, Nina, tu parlais tout à l'heure d'une dizaine de fruits qu'on donne aux chimpanzés sur les îles. Après 3 ans de thèse de doctorat du muséum, j'ai identifié 300 aliments, 300 parties de plantes différentes chez les chimpanzés sauvages de Kanyawara. Donc après, la difficulté est de savoir qu'est-ce qui est de l'alimentation, c'est-à-dire qui nourrit, qui produit vraiment un bénéfice calorique à l'individu par rapport à ce qui est consommé rarement et qui peut soigner. Et donc là, par exemple, Imoso, qui est le mâle dominant de Kanyawara, mange des baies de Phytolacca dodecandra. Et
Donc ces baies sont utilisées en médecine traditionnelle pour se vermifuger. C'est aussi des baies qui sont toxiques. Et dans les rivières, en fait, on s'est rendu compte que les femmes qui utilisaient ces baies pour laver le linge, parce qu'elles sont riches en matières qui font mousser et qui ça donne une bonne odeur au linge, permettaient de réduire certaines maladies parce que les baies tuaient des parasites qui étaient dans des petits genre de petits escargots. Donc des choses vraiment extrêmement étonnantes et qui sont à la croisée entre les propriétés pharmacologiques des plantes et les utilisations médicinales. Donc en croisant ces informations, l'objectif était de savoir qu'est-ce qui peut être vraiment de l'alimentation, qu'est-ce qui peut être de la médecine. Ensuite, de les récolter, de pouvoir faire des tests d'activité biologique et puis ensuite, éventuellement, alors du coup, je vais revenir en arrière, voilà. Et ensuite, de pouvoir isoler les médicaments, les molécules qui potentiellement pourraient être utilisables pour la médecine humaine. Et ici, c'est donc un des chimpanzés, Makoku, qui mange des feuilles de trichilia, une plante aux feuilles extrêmement amères, et de laquelle, en fait, on a trouvé des molécules nouvelles, très actives contre le paludisme. Donc ça, c'est un des exemples. On a aussi trouvé et isolé, et puis ensuite testé des molécules à activité anticancéreuse. De certaines plantes, on a trouvé des plantes à activité contre les parasites digestifs. Et donc, pendant mes 3 années thèse, j'ai pu travailler sur une vingtaine de plantes différentes et montrer qu'il y avait non seulement des propriétés pharmacologiques, que les chimpanzés les utilisaient et qu'après leur consommation, ils guérissaient. Donc cet enchaînement, c'était quelque chose de pas si évident à faire sur le terrain parce que les chimpanzés marchent vite, sont pas souvent malades et qu'il faut pouvoir être proche d'eux pour les observer. Mais c'était déjà des bonnes pistes et surtout ça permettait de révéler des nouvelles molécules qui non seulement montraient que les chimpanzés soignaient mais aussi potentiellement pouvaient servir de médicaments aux humains s'ils étaient synthétisés et développés. Après cette période à Kanyawara, donc de 2000 à 2008, l'équipe d'Harvard m'a gentiment demandé d'aller voir si je pouvais travailler sur les chimpanzés dans un autre site. La densité de population des chimpanzés est parfois élevée, mais la densité de chercheurs dans d'autres endroits est aussi élevée. Et donc, dans ce cas-là, j'avais donc obtenu un poste au muséum, j'avais des étudiants et effectivement, on était un peu trop nombreux à suivre les chimpanzés, sachant que, comme je vous dis, on garde 8 mètres de distance, mais aussi on ne peut pas être 10 personnes à suivre 3 chimpanzés. Donc, a posteriori, je comprends tout à fait la raison qui a poussé mes collègues à nous demander de travailler ailleurs. Sur le coup, ça a été vraiment un très grand choc, mais ça nous a permis de découvrir et d'aller travailler dans une autre zone, donc dans le même parc national qui couvre 800 km². On est à la frontière avec la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, on est allé, après avoir fait un recensement des densités de population de chimpanzés, dans une zone assez étonnante, donc le nord du parc, qui est en fait une espèce de poche de forêt entourée d'activités humaines. Toutes les taches vert foncé que vous voyez autour, ce sont soit des champs, soit des plantations de thé. Les triangles rouges, ce sont des usines de thé et la ligne rouge, c'est une route nationale qui relie la République démocratique du Congo à la capitale, Kampala. Ça m'a semblé intéressant d'étudier cette zone parce que en fait, ça reflète ce que les chimpanzés vont avoir à vivre et vivent déjà dans le futur, c'est-à-dire une cohabitation avec les humains. Je me suis demandé si chimpanzés et humains étaient capables de coexister, à quelles conditions et qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer cette coexistence. Alors bien sûr, dans cette zone, les chimpanzés n'étaient pas habitués. Donc il nous a fallu à peu près 10 ans pour pouvoir les approcher.
Au début, la seule chose qu'on voyait, c'était des crottes. Alors parfois, on avait la chance de voir des crottes avec des parasites. Donc là, j'étais hyper contente parce qu'au moins, je pouvais faire de la parasitologie. On pouvait aussi détecter, grâce à des crottes, les fruits qui étaient mangés. Donc là, on voit des graines de Cordia milléni. Donc on cherchait dans toute la forêt tous les Cordia milléni en se disant peut-être qu'on va pouvoir, en attendant au pied de cet arbre, voir enfin un chimpanzé. Mais le plus souvent, on attendait une journée et on ne voyait pas un poil de chimpanzé. Parfois, on apercevait une petite silhouette qui dégringolait rapidement. Et enfin, après, on va dire 5-6 ans, on a réussi à voir derrière des troncs, parfois des visages, à essayer de les décrire comme Nina vous a raconté. Et enfin, ce Roméo qui au début se cachait, s'est un peu détendu et a commencé à se montrer dans des postures qui sont quasiment aussi belles que celles que Michel sculpte. Dans des endroits où on sentait qu'ils étaient finalement relax. Et ça, c'était vraiment notre objectif, c'est faire en sorte d'être le plus neutre possible dans l'environnement, de ne pas les perturber et d'essayer d'observer enfin leur comportement. On a découvert Elliot, le mâle alpha, et là vous voyez aussi avec quelle assurance il nous regarde. Et puis on s'est rendu compte que les chimpanzés traversaient cette route. Ici c'est une vieille femelle, Koutou, qui a la présence d'esprit de traverser devant un panneau qui dit ralentissez. Donc évidemment c'est une coïncidence, mais en tout cas c'est une grande question que la traversée de cette route. Et puis on a aussi rencontré les communautés locales. Donc moi ça faisait longtemps que je travaillais avec les villageois puisque je m'interrogeais sur les usages médicinaux par les populations locales des plantes de la forêt. Mais ces villageois qu'on rencontrait en fait étaient face à des problèmes terribles, c'est-à-dire que pour cultiver, ils avaient des champs qui étaient en bordure de la forêt, et au quotidien, les adultes comme les enfants étaient là pour repousser les éléphants, les chimpanzés et les babouins, de façon à pouvoir avoir à manger le jour même. En plus, ils étaient donc à côté d'une zone de forêt tropicale. On est en altitude, donc il ne fait pas une chaleur extraordinaire. Mais la déforestation, pour pouvoir cultiver, avait créé des conditions terribles. Tous les jours, les gamins sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher des bidons d'eau pour pouvoir arroser les cultures. Donc ma question était effectivement, est-ce que c'est ça le futur, et pour les chimpanzés et pour les humains? Est-ce que les humains qui déforestent vont devoir vivre comme ça, et vont-ils réussir à continuer à cultiver? Oui, j'aurais pu rester bien tranquille au milieu de la forêt, mais ça m'intéressait de travailler sur cette question, en plus de celle de la question de l'automédication. Alors, on a nous aussi posé des caméras trappes qui nous ont permis de petit à petit rentrer un peu plus dans l'intimité des chimpanzés, les découvrir, les connaître, voir que parfois quand on n'était pas là, ils avaient des comportements vraiment de jeu, voir que eux aussi étaient curieux envers nos outils. Ça, c'est le petit prof, on l'a appelé prof parce qu'en fait, sa curiosité fait que même parfois, il utilise des outils pour aller explorer les caméras. Donc, c'est un sacré garnement. On est dans une forêt où parfois il faut aussi faire attention. On en discutait avec Nina, elle disait qu'à Help, les éléphants étaient plutôt cool. Nous, on a à la fois des éléphants de forêt, des éléphants de savane. Il y a 4 villageois qui ont été tués en n'étant pas en forêt par des éléphants. On a un collègue chercheur qui a aussi été piétiné. Donc on essaye de les éviter, même si évidemment c'est juste fabuleux de savoir qu'ils sont là. Dans les années 70, vous n'êtes pas sans ignorer, je pense que l'Ouganda a été en proie à un dictateur terrible, Idi Amin Dada. Les éléphants avaient complètement disparu du parc de Kibale et on les a vus revenir. Et aujourd'hui, comme les chimpanzés qui reviennent dans la zone du triangle et de Help grâce à la présence des chercheurs, nous on voit les éléphants revenir. Aujourd'hui, on a une très forte densité. Alors évidemment, ça ne nous rend pas la tâche facile, mais on est malgré tout extrêmement heureux de voir cette biodiversité revenir. Puis il y a des espèces animales
qu'on ne voit que sur les caméras trappe. Donc mes assistants, qui sont donc ougandais, qui travaillent du matin au soir et même avant le lever du soleil jusqu'à 21h ou 22h en forêt pour suivre les chimpanzés, n'ont jamais vu, jamais de golden cat. Et moi non plus, j'ai jamais vu de golden cat. Et sur les caméras trappe, on les voit régulièrement, même de jour. Donc ces caméras espionnes, sont juste des outils fabuleux pour nous permettre de mieux connaître la biodiversité. Mais évidemment, rien ne vaut le fait d'être avec eux, de les voir s'exprimer et surtout d'essayer de comprendre leurs interactions, de voir et de bien identifier toutes les plantes. On a découvert, grâce aux chimpanzés, une plante qui n'a jamais été décrite en Afrique. Donc j'ai vu Elliot manger une plante qui s'apparente au datura. Si vous regardez les feuilles, vous vous dites c'est du datura. Mais une fois qu'on a réussi à avoir la fleur est minuscule et c'est une plante qui n'existe qu'en Amérique. Donc c'est les chimpanzés qui nous ont permis de découvrir cette plante. Donc nous apprennent énormément de choses. Évidemment, il n'y a pas que des choses positives entre les chimpanzés, il y a beaucoup de conflits parfois, mais ça fait aussi partie évidemment des travaux qu'on mène. Donc petit à petit, on voit la communauté s'agrandir, on connaît des histoires, et puis on voit la façon dont évidemment ils utilisent la lisière du parc et le maïs, puisque c'est devenu un de leurs aliments favoris. On a donc des doctorants qui ont travaillé sur cette question, et Chloé Couturier a notamment montré que c'est pas quand il n'y a pas à manger en forêt que les chimpanzés sortent pour aller manger du maïs, mais à partir du moment où il y a du maïs à l'extérieur, quelle que soit l'abondance en fruits sauvages à l'intérieur de la forêt, ils vont manger du maïs. Ils vont même jusqu'à le manger en pleine nuit, donc ils ont changé leurs habitudes alimentaires. Ils vont donc pendant la nuit pour prélever le maïs parce que les gardiens des champs dont je vous ai parlé dorment. Donc il y a une espèce de co-adaptation et co-évolution. Mais malheureusement sur ces maïs, pour faire pousser, vous avez vu qu'il fallait arroser, mais bien souvent aussi, très souvent, donc c'est du maïs enrobé à l'imidaclopride sur lequel en plus on rajoute des intrants chimiques. Une autre menace importante pour eux, bien sûr, c'est la traversée de cette route. Et donc, notre projet est devenu assez grand, puisqu'aujourd'hui, on a 35 personnes qui travaillent, 8 assistants qui travaillent au suivi des chimpanzés. Finalement, pas beaucoup, sur ces 35 personnes qui sont vraiment... la partie intégrante du Sebitoli Chimpanzee Project, une grande équipe de lutte anti-braconnage avec 10 assistants, une grande partie d'éducation à l'environnement et puis 20 personnes qui sont des villageois qui travaillent avec nous pour essayer de repousser sans violence, trouver des stratégies pour cohabiter avec les chimpanzés, avec les babouins et les éléphants. Donc au total, ça fait 55 personnes qui travaillent avec nous sur cette question de la coexistence. Il faut réussir à trouver des moyens, notamment quand la route a été rénovée, pour que non seulement les chimpanzés mais les autres animaux ne se fassent pas tuer par ces véhicules qui roulent à toute allure, qui atteignent 150 km/h au milieu d'un parc national. On a plusieurs chimpanzés qui ont été tués, notamment ces femelles dont Nina vous parlait, qui dispersent. Les chimpanzés qui sont nés dans la zone et qui sont en contact avec les humains, qui ont toujours vu la route, ont appris à traverser. On a fait une étude, on a montré qu'ils se mettaient debout, qu'ils regardaient à gauche et à droite avant de traverser, qu'ils s'organisaient en groupe, qu'ils mettent les plus vulnérables, donc les mères avec des enfants au milieu du groupe, ceux qui ont des mutilations des pieds et des mains en moins à cause des pièges, sont aussi protégés au milieu du groupe pour la traversée. Mais les femelles qui viennent du sud du parc et qui donc viennent pour, après l'adolescence, s'intégrer dans une nouvelle communauté, souvent elles n'ont jamais vu de route, elles n'ont pas appris à traverser et donc elles sont victimes de ces véhicules qui roulent à toute allure. Un autre fléau qui n'est pas sur les plages mais le long des routes, c'est aussi le plastique et donc on passe aussi des journées et des journées à ramasser des tonnes de bouteilles plastiques que les gens jettent depuis les cars parce qu'en fait quand ils arrivent dans la forêt ils se disent c'est bon, il n'y a pas de village donc on peut jeter dans la forêt nos déchets. Non. Donc, beaucoup d'éducation autour de ces questions.
Beaucoup d'éducation aussi et de travail pour retirer les pièges et travailler avec les anciens braconniers réformés pour faire en sorte de trouver les pièges et puis aussi de montrer les dégâts parce que ces pièges ne sont pas posés pour attraper des chimpanzés mais pour attraper du petit gibier. Et donc on a 30% des chimpanzés qui ont des pieds, des mains en moins ou des phalanges en moins. Et enfin, donc le fléau de la pollution. Vous voyez 2 chimpanzés, Ntaboo et Buchaman. Buchaman a un nez normal, Ntaboo a une malformation faciale, tout comme la plupart des chimpanzés. Donc 30% des chimpanzés ont aussi des malformations faciales. Sur cette image, il n'y a que Buchaman au milieu qui a un nez normal. Tous les autres ont des malformations au niveau du visage. Donc on a travaillé depuis à peu près 10 ans à expliquer ces malformations. Sachant que donc on ne peut pas faire de prise de sang, etc. Mais d'abord, essayer de voir si ça pouvait être lié à la pollution environnementale. On a trouvé dans l'eau des rivières des cocktails de polluants. Et donc, évidemment, on s'interroge aussi sur les effets sur les humains, puisque si les chimpanzés sont touchés, nos plus proches parents, on suppose que les enfants aussi. Dans les villages, on trouve beaucoup de cas de malformation. Donc cet enfant avec une polydactylie, donc 6 doigts à chaque main et chaque pied. Des enfants avec les mêmes malformations faciales, sachant qu'il y a beaucoup donc, de plantations de thé, je vous le disais, autour du parc, que les femmes qui travaillent dans le thé, on leur demande de pulvériser des intrants chimiques sur le thé sans protection, jusque pratiquement la veille de l'accouchement. Et que, évidemment, ça occasionne des dégâts très importants. Donc nous, on a mis en évidence au cours de différentes campagnes les cocktails de polluants chimiques qui étaient dans l'eau des rivières, y compris à 4 km des zones d'épandage. Certains, donc à l'ouest, sont extrêmement constants. À l'est de la rivière, on trouve principalement du glyphosate parce qu'il n'y a quasiment que du thé, alors qu'à l'ouest, il y a beaucoup de maïs et puis d'autres aliments comme des patates douces, des pommes de terre, etc. Pour aller plus loin, en fait, on a aussi cherché s'il y avait d'autres polluants, notamment du plastique. On a prélevé les poils des chimpanzés. Vous savez, aujourd'hui, on va souvent demander aux députés ou aux hommes politiques leurs cheveux pour voir justement leur exposition aux polluants. Nous, pendant 1 an et demi, on est monté dans les nids des chimpanzés avec mon équipe. Donc c'est plutôt mon équipe, évidemment, encore une fois, c'est pas moi. Je suis montée de temps en temps dans les nids, mais c'est pas moi qui suis allée chercher pendant 1 an et demi les poils. Mais on a réussi à collecter une quantité suffisante pour pouvoir faire les analyses de 10 individus, donc c'est une centaine de poils, c'est des centaines de nids escaladés, et on a trouvé 70 polluants chimiques dans les poils de chaque individu, dont certains qui sont censés être bannis de l'agriculture, y compris en Ouganda. Et qui, quand on teste donc, ces mélanges l'eau qu'on rapporte des rivières d'Ouganda sur des modèles animaux qui sont des petits amphibiens, provoquent des malformations chez les têtards, provoquent des troubles du comportement et agissent donc non seulement sur l'axe thyroïdien, mais aussi sur les axes sexuels, donc des œstrogènes et des androgènes. On a aussi montré que dans les urines des chimpanzés, il y avait des facteurs de stress et des marqueurs de modification génétique. Donc en fait, les chimpanzés, je vous l'ai dit, ils sont capables de nous révéler les bons côtés de la forêt, ces plantes médicinales. Mais là, sortis des laboratoires, ils nous montrent aussi à quel point ils peuvent être des modèles importants pour les risques qu'on fait courir aux humains en les exposant aux polluants. Donc notre objectif, c'est évidemment d'alerter et de montrer ce qui se passe avec le cas des chimpanzés, mais surtout de trouver des solutions et de faire changer au plus vite cette situation. Donc oui, on met des panneaux sur la route pour éviter les collisions, on ramasse les déchets, on endort les chimpanzés quand on peut pour leur enlever les pièges, mais surtout on travaille avec les villageois pour essayer de faire une transition vers une agriculture durable,
ce qui est en fait extrêmement vertueux parce que si ils arrivent à produire bio en agroforesterie et à avoir des meilleurs revenus, on peut aussi espérer qu'il y aura moins de braconnage. Et donc ça, c'est le cœur aujourd'hui de notre projet, d'essayer de résoudre les conflits, notamment par des barrières telles que les barrières de ruches qui empêchent les éléphants, en fait les éléphants ont peur des abeilles, qui empêchent les éléphants d'aller piller et qui permettent de produire du miel, et par d'autres projets avec les communautés comme la culture de piment, qui est aussi un moyen de repousser les éléphants, sachant que évidemment les chimpanzés s'adaptent aux gardiens, mais les éléphants ont des capacités cognitives aussi extrêmement importantes, et si on ne change pas de méthode, ils arrivent aussi à s'adapter. Mais surtout donc travailler avec les petits producteurs et avec les plantations de thé pour faire un thé de qualité, sachant qu'il le collecte à la main et donc il peut être d'une extrêmement bonne qualité, pour éviter donc ce type de paysage avec des champs de thé à perte de vue et une forêt qui a été complètement arrachée. Et voilà une plantation de thé bio en agroforesterie. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, quand vous achetez du thé commerce équitable bio, l'endroit d'où il vient. Et c'est ça qui est terrible, en fait, c'est qu'on a toujours l'impression que tout est dans les mains des Africains là-bas, mais non, en fait, on a la plupart des choses dans nos mains à nous. Et c'est ça qu'il faut en fait qu'on arrive à comprendre et à changer. C'est-à-dire que la plupart des produits qu'on consomme au petit déjeuner, qui sont sur notre table du petit déjeuner, ils viennent des forêts tropicales où vivent les chimpanzés. Le café, le cacao, évidemment l'huile de palme, le sucre de canne, le sucre que vous mettez dans votre café, le thé. Et donc, oui, on peut faire changer les choses si nous, on offre un marché. Donc voilà, c'est toute une histoire pas si simple, mais la solution, elle existe. Il ne reste plus qu'à la mettre en œuvre. On a réussi avec les petits producteurs vraiment de la lisière à faire ce thé qui s'est appelé Malin comme un chimp. Et puis on essaye aussi ici, en plus de offrir des débouchés et un marché au thé, de sensibiliser. Je crois que vous avez fait une course il n'y a pas longtemps ici à Beauval. On essaye de faire la même chose à Paris dans le bois de Vincennes. Tous les ans on fait une course Iron for Chimp. On a le bonheur de voir les nouveaux bébés chimpanzés qui naissent avec des nez normaux. Donc vous voyez, celui-ci, il a vraiment des narines, et celle-ci aussi. Donc voilà, ça c'est le meilleur traceur de la réussite et du fait que les petits producteurs arrêtent de mettre des intrants et qu'on arrive à les aider à trouver du maïs qui n'est pas enrobé à l'imidaclopride, ce qui n'est pas évident parce que le gouvernement ougandais vraiment favorise ce thé aux néonicotinoïdes. En suivant vraiment de près les populations de chimpanzés, on peut aller vers une meilleure coexistence. J'en suis persuadée, c'est possible. Évidemment, comme je vous le disais, tout ça, c'est le travail d'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, on est là autour de Michel et que je vous ai montré des choses assez horribles, que c'est évidemment un moyen d'alerter et d'alarmer, mais que la sensibilisation, elle passe par le beau. Ce qu'on voit dans la forêt, c'est aussi magnifique, que donc le thème d'aujourd'hui, c'est art et science. Et oui, tout ça se combine pour nous donner le moyen de prendre conscience de ce qui risque de disparaître et qu'on doit protéger à tout prix. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à Nina également. Ce qui me frappe dans vos deux interventions, un peu de manière synthétique, c'est le rôle de l'immersion dans le milieu, qui est, que l'on doit, je crois, à Aliette Jamar et puis à Jane Goodall, on a rendu hommage tout à l'heure. Rodolphe, vous l'avez fait. Et je trouve que cette immersion, elle permet l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance, elle permet d'agir. Et elle montre, vous l'avez parfaitement montré toutes les deux, à un moment donné, la continuité entre l'animal et l'homme, puisqu'il y a des affections, des pathologies qui sont
je dirais, identiques. Et il y a aussi peut-être des moyens d'y remédier, partagés, on va dire maintenant. Hein, c'est très à la mode, ça. Partagés. Voilà. Si vous avez un oui, mot, oui, ça le concept de One Health ça, oui. s'illustre parfaitement. Oui. Donc une seule santé, la santé de l'environnement, Oui. qui conditionne la santé humaine et la santé animale. Oui, j'ai été très frappé par ça. Ça nous touche parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et puis la connaissance, certes, et puis maintenant, le sujet était, pour finir, sur ce petit quart d'heure qui nous reste, maintenant avant un échange avec vous-même, la salle, c'est évidemment les rapports entre la connaissance et l'art. Juste un petit mot, et après je vous laisserai la parole, parce que vous avez infiniment plus que moi à dire. C'est que là, on est passé, je peux vous dire en direct ici, d'une abstraction cubique à quelque chose qui est maintenant extrêmement vivant. Hein, Nina, vous avez remarqué, au départ, on était sur des volumes extrêmement bruts, et maintenant, petit à petit, la rondeur, la forme, la douceur, là d'où on est placés tous les trois, la lumière captée par l'ombre et l'ombre qui capte la lumière, tout y est pour avoir un superbe, non pas chimpanzé là, mais un superbe gorille, peut-être un futur dos argenté. Et on ne peut pas faire l'impasse d'une toute petite réflexion sur l'idée de la connaissance et l'art. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez ancien. Mon vieux métier me rappelle souvent que Léonard de Vinci a, dans ses carnets, énormément croqué le vivant. Et je vous rappelle une petite chose, il a croqué le vivant sous toutes ses formes. Ça, c'est intéressant, à la fois animal, mais aussi physique. Les tourbillons d'eau, par exemple. Les moulins. Le vent. Il a capté tout ce qui était de l'ordre du mouvement, et à un moment donné, il a souhaité en rendre compte, non pas, et je voudrais insister là-dessus, non pas en l'utilisant, vous savez, ça, la grande trouvaille de Léonard de Vinci, non pas en l'utilisant, mais en la reproduisant. Et donc, cette connexion art et science, ou science et art, me paraît essentielle, d'autant plus que dans l'art, je crois qu'il y a une vision immédiate, on en parlait tout à l'heure là-bas, je crois, hein, intuitive. C'est-à-dire que l'artiste, c'est qui, au fond? C'est celui qui est capable de déceler ce que nous, on ne voit pas. C'est l'intuition esthétique. C'est un vieux mot latin, intuition, c'est formidable, ça veut dire le vrai en direct. Je vois le vrai en direct. Je n'ai pas besoin de rationaliser, je n'ai pas besoin d'intellectualiser, j'ai besoin simplement de percevoir, de capter, d'appréhender au sens fort du terme, quelque chose qui rend compte de la réalité et qui rend compte de la vérité. Et ce que fait Michel sous nos yeux, c'est exactement ça. C'est rendre compte de ce petit plus dans la sculpture qui ne bouge pas, de ce petit instant qui rend compte à la fois de ce qu'il y a de profondément, je vais quand même le dire, humain dans l'animal, parce qu'on se reconnaît, hein, humain dans l'animal, et c'est cette intuition dont il rend parfaitement compte. Et évidemment, en conclusion de tout ça, c'est que l'art et la science ont quelque chose en commun, c'est qu'elles permettent de prendre conscience de ce qui nous entoure. Pourquoi ? Parce que l'une et l'autre rendent compte de ce qui n'est pas directement visible. C'est ça l'intuition de l'artiste, c'est rendre compte de ce que je ne vois pas au premier abord. Et Michel, je peux te dire que là, lorsqu'on était nous, tous les trois ici, et qu'on est parti de ce bloc d'argile, qui était quand même presque brut de décoffrage, mais pas tout à fait. Ne pleure pas. Mais accompagne-moi dans mes propos, dire tout simplement qu'à partir de là, on a vu ces pans de matière trouver une sorte, ne le prenez pas au sens religieux du terme, mais au sens pur du terme, simple du terme, c'est-à-dire une sorte d'âme qui se mettait en place et qui rendait compte à la fois du vivant. Et évidemment, là, je reprends mes propos de début, c'est qu'en fait, on est rétabli une continuité entre l'art et la science, entre nous et nous-mêmes. La pharmacognosie dont vous êtes une grande spécialiste le montre parfaitement, c'est le fait d'utiliser des plantes médicinales à des fins thérapeutiques, à la fois pour l'animal, voire pour l'homme, peut-être même pour l'homme,
rendre compte de cette continuité. Et c'était un petit peu ça aujourd'hui, le but de notre rencontre. Merci Michel pour cette très belle œuvre. On peut l'applaudir franchement, parce que je peux vous dire que d'ici, c'est quelque chose. On peut parler, mais surtout avant de parler, je ferais mieux de me taire, il faut voir. Vous savez, il y avait un très grand philosophe qui disait « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Je me tais maintenant et je vous passe la parole, Michel. Je n'ouvre pas la bouche alors. Non, je dirais qu'à force d'étudier les animaux, je suis devenu un ours. Alors c'est pas facile de parler pour un ours. Je ne sais pas si les oiseaux se cachent pour mourir, mais les ours se cachent pour vivre. Donc j'ai pris l'habitude de me cacher dans mon atelier. Je n'ai pas la grosse tête, hein. Je suis qu'un vieil enfant qui continue à faire ses jouets depuis plus de 70 ans. Donc voilà. Donc je n'ai pas de mérite. J'étais comme ça, j'avais cette anomalie dans les yeux, dans la tête. Puis je préfère raconter des bêtises parce que les choses sérieuses, je laisse ça à des individus qui ne peuvent pas en parler. Enfin bon, non. Que pourrais-je dire de moi? Pas grand-chose. L'artiste, lui, il crée quelque chose qui lui paraît beau. Quand j'étais aux Beaux-Arts, les professeurs me disaient toujours « Soyez sincère avec vous-même. Ce que vous le faites pour vous. Ne le faites jamais pour les autres. » Et je ne fais jamais pour les autres. Je fais quelque chose qui paraît beau à mes yeux. Donc, soyez toujours sincère avec vous-même. C'était mon grand maître mot, quoi. Et puis... il y a tellement d'autres choses qu'il faut... Bon, moi, je vis ça comme ça. Peut-être que l'humanité des animaux m'a consolé, peut-être de la bestialité des humains, par moments. Je dis toujours, ma sœur la plante et mon frère l'animal, parce qu'en réalité, on a plus ou moins les mêmes constituants. Donc, on fait partie tous d'un monde. Bon, je ne sais pas si je suis écolo ou écologiste. Depuis que je suis adolescent, j'ai passé des nuits soit seul, soit avec mes frangins en forêt. On aimait bien entendre la forêt s'endormir, avec des animaux qui se cachaient pour ne pas être boulottés pendant la nuit, et puis d'autres qui se mettent en marche, et la forêt se réveillait après. Donc j'ai vécu tout ça. Donc j'ai une approche de la nature qui est assez différente finalement des citadins. Je suis né à Paris, mais j'ai cherché très rapidement le sauvage. J'ai cherché très vite la nature. C'est là que j'étais le mieux. Donc c'est là que j'ai trouvé mon bonheur. Donc je n'ai pas toujours les pieds sur terre. J'ai les pieds dans la forêt. Voilà. Superbe, merci, magnifique. Votre sincérité est superbe. Je m'arrête là avant de dire des bêtises. Sabrina, oui. Donc en fait... on a tous les pieds dans la forêt, c'est ça qui nous réunit ce soir. Moi, c'est une forêt un peu abstraite pour l'instant, mais bon, je compte bien m'y rendre bientôt. Si vous en êtes d'accord, Nina, peut-être un mot, non? Vous souhaitez? Non. Je souhaitais, là, oui, rebondir. Non, je trouve je me demande combien d'heures vous avez passé à observer les animaux, parce que c'est vrai qu'en une posture, il y a toute l'essence de... ouais, l'âme, on peut l'appeler comme ça, mais c'est des heures et des heures, non? Il y a quelques mois, François Cluzet m'a dit « Ce mec-là, mais il a plus d'1 million d'années. Il est né depuis plus d'1 million d'années. » Et c'est vrai que j'ai observé dans les muséums d'histoire naturelle, on y va là-bas pour déshabiller l'animal jusqu'à ses os, pour comprendre comment il est fabriqué. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a 4 personnages dans ma tête. L'animalier, c'est celui qui a la connaissance de l'animal, qui devient un animal lui-même et qui comprend le fonctionnement de cet animal par rapport à sa propre ossature. Donc, je me suis imprégné, je m'imprègne de cet animal, de ses os, de son comportement, de sa façon de marcher. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, tout ça, qui s'amuse, le dessinateur qui donne l'esprit à la sculpture et le sculpteur qui donne la forme. Et donc voilà, je me suis toujours amusé, je ne me suis jamais pris trop au sérieux. Voilà, mais seule chose à dire,
regardez tout ce qui est tout petit comme une fourmi, essayez de comprendre comment ça fonctionne, et puis si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, c'est encore plus merveilleux. On est là pour s'émerveiller. Et la vie, le fait d'être vivant, de fonctionner, c'est extraordinaire. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Pour 1 million d'années, vous ne faites pas votre âge. Hein. Je peux vous dire que vous tenez la route, hein, c'est parfait. Donc, simplement, merci Michel, merci beaucoup. Juste maintenant, échanger avec la salle, si vous le souhaitez. Ce micro est à disposition. Si vous avez des questions, je vais me rendre auprès de vous. Voilà. Ah, vous avez un micro, c'est parfait. La question est par rapport à la forêt. Vous disiez que vous aimiez aller en forêt. On peut vous demander laquelle, où, quel coin de forêt? Non, je ne vais surtout pas dérousser, parce que pour moi, ma forêt, c'est moi et des animaux. Je ne veux pas rencontrer des humains, quand même, ce serait trop triste. Non, c'est la forêt en général. Bon, j'ai été à Paris, et puis j'ai été après à Rouen, et autour de Rouen, il y avait plein de très grandes forêts qui sont toutes mitées maintenant par des lotissements et tout. Mais il y avait des endroits, je savais que je trouvais des cerfs, des chevreuils, et d'autres endroits, c'était des sangliers, puis il y avait ceci, cela. Et la nuit, je faisais partie de tout ce monde-là. Et puis partout, il y a des forêts. Elle n'a pas besoin d'être grande, une forêt. Il y a au moins tous les rapaces nocturnes qui sont sympas à écouter, tous les petits bruits, puis tous les petits animaux. Et quelquefois, là où vous croyez entendre un sanglier, si vous écoutez bien et si vous allumez votre pile, c'est pas un sanglier, c'est simplement un hérisson qui renifle très fort et qui bouge les feuilles. Donc c'est pour ça que la forêt n'a pas besoin d'être très grande. Peut-être que votre jardinière chez vous doit suffire. Oui, c'est donc vous la primatologue. Donc, je voudrais savoir l'effectif global des chimpanzés en Afrique. Et qu'est-ce que devient les bonobos par contre Alors on estime qu'il y a il reste environ 300 000 chimpanzés en Afrique. C'est très peu. Ces estimations, c'est quand même pas évident de les faire. Pour savoir combien il y a de chimpanzés, on n'est pas capable encore de mettre des caméras trappe partout et d'identifier un par un les chimpanzés, comme Nina vous l'a expliqué. En fait, on trace des lignes, on compte les nids de part et d'autre. Donc je vous ai dit, chaque chimpanzé construit un nid le soir. Chaque chimpanzé adulte construit un nid. Et en fonction de la vitesse de dégradation de la végétation, on a des modèles qui nous permettent d'estimer les densités. Mais évidemment, il y a plein d'endroits, comme le cœur de la République démocratique du Congo, où on n'a pas fait de recensement depuis des décennies. Et donc tout ça, ce sont vraiment des estimations à la louche. Côté bonobo, la situation est pas non plus très reluisante. C'est quelques dizaines de milliers de bonobos. En fait, ils vivent uniquement en République démocratique du Congo, au sud du fleuve Congo. Donc sur un morceau vraiment une partie de territoire relativement petite. Dans la situation des grands singes est dramatique et on estime que oui. De façon générale, toutes les populations de primates sont en déclin. 75% des populations de primates sont en déclin. 60% des espèces de primates sont en déclin. Et les grands singes ne font pas exception. La seule population de grands singes qui est en augmentation, ce sont les gorilles de montagne. Parce que en fait le tourisme et l'écotourisme les a sauvés. Donc dans cette zone frontière entre la République démocratique du Congo, le Zaïre, l'ex-Zaïre, le Rwanda et l'Ouganda, c'est là que vivent les derniers gorilles de montagne et où on a réussi un tout petit peu à les protéger et à faire en sorte que les effectifs remontent. Je vais demander aussi, est-ce qu'il y a une différence cognitive entre gorilles, chimpanzés, panthroglodytes et pampaniscus? Est-ce que les paniscus sont il y aura comme l'évolution fonctionne en permanence, donc je suppose qu'ils ont une cognition légèrement supérieure aux chimpanzés, panthroglodytes, quoi. Voilà. Alors évidemment, chaque espèce et même chaque population, voire chaque individu, a des différences cognitives. En milieu naturel, quand on compare chimpanzés, bonobos et gorilles de l'Est et de l'Ouest, en fait les seuls
qui utilisent les outils et pour lesquels on a pu vraiment mettre en évidence aujourd'hui des différences culturelles, ce sont les chimpanzés. Les bonobos utilisent très peu d'outils, les gorilles encore moins. Par contre, en captivité, bien qu'il n'ait pas évidemment tout l'environnement à disponibilité, tous sont capables d'utiliser des outils. Ça veut dire qu'ils ont la capacité, qu'ils en ont pas, ils l'expriment pas forcément, mais néanmoins, ce ne sont pas les mêmes capacités cognitives. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que plus on connaît les chimpanzés, plus on connaît de groupes, y compris ceux qui sont voisins, plus on se rend compte qu'ils ont des cultures, et on parle bien de cultures animales différentes. Donc aujourd'hui, on en est quasiment à faire une ethnographie, vraiment l'étude de chacun des groupes pour décrire le répertoire comportemental. Donc par exemple, les chimpanzés que j'étudie font la danse de la pluie. Pour séduire les femelles, les chimpanzés font des confettis. Et les voisins de Kanyawara que j'étudiais avant ne font absolument pas de confettis. Ceux que j'étudie utilisent des baguettes pour aller chercher du miel d'abeilles mélipones souterraines. Tous les autres chimpanzés du sud du parc, on ne les a jamais vus, bien que ça fasse 30 ans qu'on les étudie, utiliser des baguettes pour faire ça. Donc voilà, il faut se dire que chaque fragment de forêt qui disparaît, c'est potentiellement une culture chimpanzé qui disparaît aussi. Et ce qui avant était vraiment considéré comme le propre de l'homme, pas seulement les outils mais les cultures, aujourd'hui on sait, grâce à Jane Goodall la première, qui l'a montré, que non, c'est absolument pas une spécificité humaine. Merci beaucoup. Le bonobo est un cousin du chimpanzé? Je veux dire génétiquement, je ne sais pas. Alors c'est le même genre, donc c'est Pan, comme monsieur l'a bien dit, oui. Et ce sont deux espèces différentes de chimpanzés, comme le gorille de l'Ouest et le gorille de l'Est, comme les trois espèces d'orang-outans. Donc on a souvent tendance à distinguer le chimpanzé dit commun du bonobo, et par contre on met une grosse, on dit tout le temps les gorilles, mais il y a deux espèces de gorilles qui sont aussi très différents. Par exemple, les uns s'épouillent, les autres ne s'épouillent pas. Donc voilà, il y a des vraies différences, non seulement entre chaque espèce, et puis après entre chaque population. D'accord, merci beaucoup, merci. D'autres questions? Monsieur, oui. Je voulais simplement vous remercier déjà pour avoir partagé vos expériences. Et puis en vous écoutant, je me suis posé une question sur ce qui s'était passé en Europe. Est-ce que nous avions un jour, il y a longtemps, peut-être très longtemps, été confrontés au même côtoiement entre animaux sauvages et vie humaine? Et je ne parviens pas à m'en rappeler. Et est-ce que finalement, c'est pas simplement typique à une région tropicale ou subtropicale et que nous n'avons jamais été confrontés à ce type de problème entre l'homme et l'animal? Et est-ce que finalement, si nous l'avons été, est-ce que ce n'est pas ce qui va arriver plus tard en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud? Moi déjà, je viens de Toulouse, donc du sud de la France, et on a les ours, c'est le bon exemple. Les bergers côtoient les ours, les bergers côtoient les loups qui reviennent, les agriculteurs côtoient les sangliers, les chevreuils. Je pense que c'est une problématique qu'il y a à travers la planète. Effectivement, elle est un peu plus prégnante, je pense, en Afrique, parce que la population est encore très présente aussi dans les milieux naturels et au pourtour, et peut-être que nous, on a eu une exode rurale un peu plus marquée à certains moments, et qu'on n'a plus vraiment aussi de forêt naturelle, tout simplement, en Europe. Enfin, beaucoup moins, disons. Mais à mon sens, c'est vraiment une problématique présente partout dans le monde, avec des espèces différentes, mais... Ouais. Je confirme, mais on fait partie de groupes d'études qui travaillent sur les coexistences entre humains et non-humains. Et effectivement, on est des chercheurs qui travaillons soit sur la coexistence loup-humain, et effectivement renard ou prédateur, lynx. Comment vivre ensemble aujourd'hui? Je pense que c'est universel sur la planète aujourd'hui. Ouais. Et malheureusement, les solutions ne sont pas si évidentes, quoi. À part d'apprendre à se connaître. Les solutions existent, mais c'est toujours qu'est-ce qu'on priorise.
C'est-à-dire que voilà, il faut toujours gagner moins, c'est toujours, on va dire, au détriment du modèle économique actuel. Donc c'est des choix de société à faire. Est-ce qu'on préfère je pense que c'est vraiment il y a des solutions, mais ça demande des efforts et des contraintes. Et voilà, tout le monde n'est pas prêt à faire ces efforts. En fait, dans la toute petite zone, sur une toute petite partie de territoire où on travaille, le modèle marche. Une grande partie des villageois, comme c'est le cas par exemple autour des zones où il y a des gorilles, se rendent compte qu'il y a plus de valeur à avoir des chimpanzés et des éléphants vivants, notamment si par exemple, en fait, là on est dans une démarche d'attribuer des labels Chimpanzee Friendly, Elephant Friendly au thé, et donc d'avoir une valeur économique ajoutée quand les éléphants et les chimpanzés sont présents. Donc leur thé est mieux vendu avec un meilleur prix, et donc il y a plus de valeur à les avoir vivants à côté de soi que morts, même si il peut y avoir des risques à ce qu'ils pillent les cultures. Pour les gorilles de montagne, il y a des avantages, les routes sont beaucoup mieux entretenues, il y a des dispensaires, il y a des écoles, évidemment il y a des lodges avec de l'emploi pour tout le monde, et aujourd'hui tous les villageois sont à traquer le moindre braconnier justement pour protéger ces gorilles à qui ils reconnaissent une vraie valeur. Donc voilà, il y a quelques exemples, mais le problème c'est que chaque zone est vraiment très particulière et qu'on ne peut pas reproduire quelque chose qui se passe en Ouganda, au Congo ou au Cameroun, parce que les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Donc voilà, on essaye de faire en micro-projet. Oui, merci beaucoup. Une dernière question peut-être, si vous avez... Oui, Rodolphe. Oui, j'en aurais deux peut-être pour Sabrina. J'étais assez surpris, je vais très régulièrement au Rwanda et au Ouganda, je suis allé voir les gorilles un peu habitués à pas mal d'endroits, aussi les chimpanzés à Kibaé et d'autres endroits. Et j'étais surpris au triangle en fait, de la mixité, de la cohabitation des gorilles, des chimpanzés, 260 gorilles et un peu plus, 260 chimpanzés, un peu plus de 200 gorilles. On ne les a pas encore tous comptés, mais à peu près 200 gorilles. Énormément d'éléphants. J'étais vraiment impressionné de la cohabitation et de la densité d'animaux, notamment au triangle. Voilà. Et donc, est-ce que c'est la même chose en Ouganda, Rwanda? Est-ce que les gorilles et les chimpanzés cohabitent de la même façon? Oui, il y a pas mal de parties de forêt tropicale où effectivement on trouve chimpanzés et gorilles qui vivent ensemble. Après, des fortes densités comme ça signe une bonne santé de la forêt, une bonne disponibilité alimentaire, parce que qu'il y a à la fois des éléphants et des gorilles et des chimpanzés qui, quand les fruits sont disponibles, aiment quasiment la même chose. C'est un bon signe. Je pense que peut-être vous avez vu qu'il y a une inquiétude au Gabon parce que les éléphants sont devenus extrêmement maigres. Donc en fait, on se pose la question sur quel est l'effet du changement climatique sur cette forêt tropicale. Et effectivement, c'est peut-être pas la même chose partout. Donc il y a évidemment un rôle de la préservation et de la présence humaine que Nina a bien souligné, mais il y a aussi cette bonne santé de la forêt tropicale, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, parce que chez nous, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on oublie aussi, je pense qu'en fait il y a beaucoup d'exploitation forestière, et donc les forestiers ils ciblent certaines espèces pour le bois qui sont plus valorisables que d'autres. Et derrière, ils vont replanter. Mais ils ne vont pas forcément replanter les mêmes essences. Et donc, pour nous, on se dit, on a une belle forêt devant nous, mais en fait, il y a certaines essences qui étaient vraiment des espèces nourricières de la forêt qui disparaissent. Et au vu satellite, on a l'impression qu'il y a toujours, qui calcule la densité de couverture végétale, on est toujours dans une super forêt. Mais en fait, la cohorte végétale évolue, et sûrement aussi dû au réchauffement climatique. C'est multifactoriel. Mais finalement, certaines forêts peuvent être de belles forêts, mais qui sont de moins en moins nutritives pour les espèces. Ça, c'est hyper important. Donc, on a lancé un gros programme qui s'appelle One Forest Vision, qui vise justement à travailler
pas uniquement sur le carbone et sur la valeur de biomasse des forêts, mais bien sur la diversité, et donc de s'approcher, de pas non seulement travailler sur le couvert forestier avec des satellites, mais d'aller, grâce à des instruments et des drones, à l'échelle de l'arbre, et d'évaluer vraiment le stock de carbone et la diversité forestière. Parce qu'effectivement, une plantation, c'est pas une forêt. Et replanter un arbre, ça va prendre 50 ans ou 100 ans avant qu'il puisse produire. Et encore faut-il que ce soit les mêmes essences. Voilà. Donc, par contre, il y a une très bonne nouvelle. Enfin, je vous parlais de la forêt où on est. Elle a été exploitée dans les années 70, pas de façon non plus très très raisonnée. Il y a 50% des arbres qui ont été endommagés, donc elle a repoussé en forêt en régénération avec un sous-bois extrêmement dense, ce qui rend le suivi des chimpanzés très très compliqué, mais qui permet une extrêmement bonne densité. Donc en fait, il ne faut surtout pas abandonner les forêts qu'on dit secondaires, les forêts qui ont été abîmées et qui peuvent repousser. Il ne faut pas se dire qu'on se concentre sur les forêts primaires, parce que non, la biodiversité, elle est capable d'une incroyable résilience, et même ces forêts en régénération avec des espèces pionnières, nous on a vraiment une grande diversité de ficus qui attire un nombre extrêmement important d'animaux. Et donc ça, c'est malgré tout, ça fait partie des bonnes nouvelles. Un dernier point, le week-end dernier, on était dans la forêt au Triangle en train de relever des caméras avec Paul Axel, et il me disait qu'il s'était aperçu que les éléphants, ils se demandaient ce qu'ils faisaient à un moment. Ils allaient au pied du même arbre, j'ai oublié le nom de cet arbre, ramasser des fruits à une certaine période. Et il dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces fruits? Ils mâchaient ces fruits, ils en faisaient un espèce de liquide, de bouillie jaune, et ils se balançaient ce liquide jaune sur tout le corps. Et ils faisaient ça en communauté, en famille. Et les éléphants devenaient jaunes fluo. Et en fait, visiblement, c'est juste pour se déparasiter. Donc, est-ce que les éléphants font ça au Rwanda, en Ouganda? Est-ce que ça a étudié? Est-ce qu'on doit étudier? Nina, à toi de bosser. Tu nous spoil. Voilà, la super public. Donc là, on n'a pas l'espèce en question qui rend les éléphants jaunes fluo, mais d'autres comportements. Mais ça montre à quel point aussi il y a des comportements spécifiques de zones et qu'ils sont capables de découvrir des propriétés des plantes. Et c'est ça qui est absolument extra. Nous, sur les éléphants, par exemple, là, on est en train d'étudier, grâce aux caméras trappe, les comportements de deuil, et on se rend compte qu'il y a des choses complètement nouvelles qui ne sont pas décrites encore dans la littérature. Donc, tout n'est pas connu. Il y en a encore tellement à découvrir, même sur des espèces qui sont énormes. Évidemment, Michel nous dirait il faut regarder les fourmis, mais oui, bien sûr, il faut regarder les fourmis aussi. Mais voilà, il faut juste nous laisser un petit peu de temps et pas tout raser. Et on va découvrir et publier et faire connaître et partager avec vous tout plein de belles choses. Donc j'ai hâte de lire la publi. Voilà, on vient juste, on est au tout début. Et de voir les images. Surtout. Oui, voilà, de comprendre et que c'est effectivement une plante avec beaucoup de latex. Donc voilà, on savait qu'il se frottait contre l'écorce régulièrement, mais là vraiment le fait de mâcher le fruit et voilà, ça c'était là. Parce que c'est génial, notre équipe elle est au Triangle la semaine, donc on n'a pas de moyens de communication. Et donc quand ils rentrent le week-end, c'est toujours un peu Noël, parce qu'il y a les nouvelles observations, les nouveaux groupes, et donc là c'était, voilà, tu as participé en direct, Rodolphe, à la découverte voilà, des propriétés. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait quand même 30 ans qu'on voit des éléphants, enfin même si on n'en voyait peut-être pas autant il y a 30 ans, mais on n'avait jamais vu ça. Donc, voilà, parce qu'il faut mettre la caméra sous cet arbre-là, à cette saison-là, sinon on ne le voit pas. Mais bon, quand même, un éléphant jaune fluo, ça se remarque. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer la parole à Baptiste, merci. Alors c'est à titre personnel, je peux le faire parce qu'on était sur la scène. Merci à Sabrina, merci à Nina, merci à Michel. Vous trois pour votre sincérité, Bruno. Surtout. Votre sincérité, votre authenticité. On a beaucoup appris, on a beaucoup partagé aussi. Et on a bien vu les enjeux qui allaient se présenter dans les décennies qui viennent, quoi, au fond.
et que nous ne devions pas louper le coche, en gros. Et donc chacun à sa manière, sa pierre à l'édifice, comme on dit dans certaines maisons, pour construire ensemble un monde qui soit respectueux de la biodiversité, respectueux de l'animal, et surtout, je le dis aussi comme je le pense, respectueux de cette continuité entre l'homme et l'animal, et qu'on évite cette rupture cartésienne et technique aussi, du reste, qui nous a un petit peu plantés. Voilà, merci vraiment à titre personnel, puis je pense aussi au nom de tous, mais je voulais laisser la parole à Baptiste, qui est directeur de Beauval Nature, pour conclure, et peut-être nous faire une invitation. Ah non, je pense que c'est chez toi, moi. On va tous à Help. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci déjà à vous tous d'être venus ce soir. On est très contents et on est très contents de vous voir à chaque fois. Merci évidemment infiniment à nos 3 invités de ce soir, Sabrina, Nina et Michel. Je crois que, moi, ce que je retiens surtout, finalement, c'est la beauté de cette nature, la beauté aussi bien en sculpture par Michel, mais aussi la beauté qui a été présentée là, de ce qui est fait au Congo, de ce qui est fait en Ouganda, de tout ce que ça nous apprend, de cette magie qui émerveille en fait toujours et encore, parce que on voyait les photos de Sabrina tout à l'heure, il y a quelques années qui sont passées entre les premières et aujourd'hui. Mais ce qui est génial, c'est de voir en fait à quel point elle découvre encore des choses aujourd'hui, à quel point c'est pas une routine qui s'est installée, ça fait pas 10 ans qu'elle fait la même chose tous les jours au quotidien en fait, et on découvre encore des choses, et je souhaite la même chose à Nina dans les X années où elle sera encore à Help. Donc merci en tout cas à tous les 3, merci à Bruno pour cette animation et tout là-dessus. Je voudrais juste revenir quand même juste sur un truc et rectifier, rattraper et Help, parce que Help c'est important pour nous, pour Beauval Nature. Help c'est Aliette et elle a été mentionnée un certain nombre de fois, et effectivement voilà. Il y a quand même, on l'a pas cité, mais il y a quand même son fils qui est toujours encore présent et qui continue en fait l'esprit d'Aliette. C'est une reprise par Beauval Nature, et donc avec Rodolphe, l'initiative, Nina qui est arrivée, qui participe là-dessus. Il y a aussi une autre personne, c'est Eric, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui travaille pour Beauval Nature et qui a été là depuis le départ, en tout cas de la reprise de Help, et qui a œuvré, qui a recruté Nina avec Rodolphe et avec l'équipe de Beauval Nature, mais qui a œuvré depuis la reprise, justement pour que ça devienne ce qui a été montré tout à l'heure. Donc c'était aussi important de le mentionner. Ce soir, comme vous avez pu le voir, c'était une conférence un peu particulière, parce que c'est Bassompierre, Beauval Nature, et puis le Zooparc de Beauval, évidemment. Donc c'est les équipes de ces 3 entités qui ont œuvré, Bassompierre, Zooparc de Beauval, Beauval Nature. Mais je voudrais spécifiquement remercier en fait 3 personnes, Amélie, Manon, Sandy, qui sont les 3 personnes qui ont représenté ces 3 institutions et qui ont fait que vous avez pu assister à cette conférence ce soir, que tout s'est passé comme vous l'avez vu là, qui ont depuis des semaines, des mois en fait, ont organisé tout ça. Donc je pense qu'on peut les applaudir très fortement pour le travail qui a été fait. Il y aura d'autres conférences Beauval Nature, donc n'hésitez pas à suivre les nouvelles sur les newsletters ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas encore de date pour la prochaine, mais bien évidemment, dès qu'on le sait, on vous le dira. Et comme à chaque fois, on vous invite à venir prendre une petite collation ici, un cocktail. Et comme à chaque fois, il y a un stand Beauval Nature avec un certain nombre de choses, dont des livres de Michel Bassompierre qui peuvent être dédicacés, des t-shirts de l'association de Sabrina qui peuvent être dédicacés, sur la table ou sur vous-même. Et tous les bénéfices en fait de ces ventes, en dehors du livre de Michel Bassompierre, tous les bénéfices des ventes, en tout cas des objets, soit des t-shirts ou soit des éléments Beauval Nature, iront au profit en fait de l'association de Sabrina justement en Ouganda. Donc vraiment n'hésitez pas à aller acheter des magazines, des peluches, des porte-clés, des t-shirts et des livres de Michel Bassompierre qu'il se fera un plaisir de vous dédicacer. Merci encore à tout le monde.